Dialogue épisode 12, Roland Lehoucq. Roland, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Malgré la crise actuelle, tout se passe bien ? Oui, enfin pour moi c'est ça. Moi et mon mètre carré autour de moi, ça se passe pas mal. Après c'est vrai que dès que je regarde un peu au-delà du mètre carré, il y a des choses à dire, disons. Alors vous allez vous rendre compte que quand on sort d'une discussion avec Roland Lehoucq, on se sent à la fois bête et moins bête. Donc ça va être le but de la discussion aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient astrophysicien ? Alors, me concernant, l'astrophysique, l'astronomie, disons, en général, m'intéresse depuis mon plus jeune âge. Mes parents m'ont raconté que j'ai voulu être savant à 6 ans et j'ai fait de l'astronomie amateur, comme on dit, c'est-à-dire en observant le ciel, d'abord avec une petite lunette que mes parents m'ont offerte et puis ensuite avec une carte du ciel et puis ça monte, on fait des stages, on a un plus gros télescope, etc. J'ai commencé à observer le ciel vers 9 ans à peu près, quelque chose comme ça, vers 9 ans. Et ensuite, pour être astrophysicien, alors évidemment, on n'est pas obligé de commencer à 6 ans ou à 9 ans, évidemment. Il faut être quand même passionné par ce qu'on fait, mais ça, c'est pas propre à l'astrophysique. Je pense que qu'on soit plombier, soudeur, ingénieur, enfin ce qu'on veut, médecin, il faut être un peu passionné par les choses qu'on a envie de faire, de sorte que les efforts considérables qu'il faut fournir pour atteindre le haut niveau, disons, soient pour partie compensés par la passion qu'on y met et par l'énergie qu'on y met, parce que ça intéresse, ça motive, quel que soit le domaine finalement qu'on choisit. Alors pour l'astrophysique, on peut aussi tracer à peu près, assez facilement le cursus à suivre, essentiellement pour faire de l'astrophysique en recherche, mais en général de la recherche. En France, il faut une thèse, un doctorat, et donc cette thèse, elle est à Bac+8. Et bien donc Bac+8, il faut faire une thèse, ça dure 3 ans, et donc pour arriver à une thèse, il faut déjà être en Master 2 de quelque chose, alors en l'occurrence d'astrophysique ou de physique fondamentale, ça c'est Bac+5, et puis ce Master 2, il est précédé par un Master 1, donc il y a 2 années, disons, de physique fondamentale un peu spécialisée, puis on vers l'astrophysique, si on se destine à l'astrophysique. Et avant, il y a 3 années de licence, qui sont une licence de physique. Alors, parce qu'on fait de l'astrophysique, si on faisait des mathématiques, ça serait une licence de mathématiques, évidemment, dans laquelle licence, on apprend aussi, évidemment, des mathématiques, on apprend aussi de la chimie, on apprend aussi diverses choses, des sciences en général. Et puis, pour en arriver en licence à l'université, eh bien, il faut avoir un bac. Ça, c'est en France comme ça aussi que ça marche. Il faut avoir un bac et il vaut mieux avoir choisi des disciplines scientifiques. Alors, on pourrait ajouter 2 choses à ce parcours-là, disons depuis le lycée jusqu'à Bac+8, jusqu'à la fin de la thèse. On pourrait ajouter même 3 choses. Alors, la première, d'abord, c'est que, évidemment, les sciences sont indispensables si on veut faire des sciences. Ça paraît une évidence, mais encore faut-il le dire. Il faut être vraiment plutôt bon en sciences, en général, et singulièrement en physique, si on veut faire de l'astrophysique. Il faut pas être mauvais en mathématiques, parce que ce sont des outils qui sont évidemment éminemment utiles pour les sciences fondamentales. Il faut être bon aussi, je dirais, en 2 autres choses qui sont plus inattendues. Il faut être bon en français. En français parce qu'on est en France. Si on était en Turquie, ça sera en turc, dans votre langue maternelle. Voilà. Il faut avoir une langue dans laquelle on pense correctement, proprement, efficacement, qu'on écrit, qu'on maîtrise parfaitement. Alors, sa langue maternelle, typiquement, mettons le français ici. Et puis, il faut aussi bien maîtriser l'anglais, malgré tout, aussi bien que possible, idéalement parfaitement, mais c'est toujours difficile à atteindre, la maîtrise parfaite d'une autre langue, parce que l'anglais, c'est la langue véhiculaire des connaissances internationales actuelles. Il y a d'autres époques, c'était l'allemand ou le français, et ça a été il y a très longtemps le latin. Donc il est quand même bon de ne pas être mauvais en anglais. Donc je dirais qu'il faut être bon en français, en anglais, en sciences. Et puis ce cursus, je l'ai fait passer par l'université, qui est un cursus standard. À la fin, ça passe toujours par l'université, le master et thèse. Ce sont toujours des diplômes universitaires. Avant le master, on pourrait passer par des grandes écoles, qu'on appelle écoles d'ingénieurs aussi, à condition de choisir des écoles où on a une formation générale en physique suffisante. Voilà. Ce que tu dis me fait penser à une question que je n'avais pas prévu de te poser, mais David Hume, en sciences, il différencie ce qui est de ce qui doit être, la morale contre les sciences dures. Est-ce que c'est pas aussi, je vais pas dire bénéfique d'étudier aussi, quand on veut devenir astrophysicien, les sciences morales, la philosophie? Est-ce que c'est alors, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait important d'avoir une culture au-delà de la discipline scientifique. Alors, simplement, donc j'adhère parfaitement à l'idée, évidemment. Simplement, il y a aussi un certain nombre de contraintes. D'abord, le temps est limité, on a 24 heures par jour, premièrement. Deuxièmement, c'est déjà assez compliqué d'être bon en sciences. C'est-à-dire, si on vise une carrière scientifique, évidemment, il s'agit d'être bon en sciences, et puis, je le disais, capable d'écrire, de lire, de comprendre, de penser dans sa langue. Donc, disons,
des rudiments, ça pourrait aller un peu dans ton sens, un peu dans des rudiments de philosophie. C'est ce qu'on apprend en fait en cours de philosophie. Un peu tardivement, je trouve, on pourrait faire de ce genre de choses un peu plus tôt que au moment de la terminale, disons, où on commence à avoir des cours de philosophie. Et puis une langue étrangère. Donc ça prend déjà beaucoup de temps, et quand on veut avoir l'excellence dans quelque chose, il faut aussi s'y focaliser et y passer du temps. Ça serait vrai en musique, qu'on pense aux gamins qui font des gammes pendant des heures, et puis après on joue des morceaux. Peut-être qu'on pourrait changer aussi cette pratique, mais au final il y a une pratique à avoir, une sorte d'entraînement à avoir qui prend beaucoup de temps. Et puis on a aussi sa propre vie, on a envie de jouer, de se divertir, etc. Donc à la fin, c'est pas facile de mener de front toutes ces choses, et beaucoup d'étudiants scientifiques comme moi quand j'étais à l'époque étudiant, s'intéressent, disons, périphériquement à ces questions en dehors du champ qui les fascine ou qui les intéresse, mettons le champ des sciences, ils s'y intéressent un peu périphériquement. Ensuite, on réalise l'importance de ces choses-là, et c'est à ce moment, quand on le réalise, un peu plus tard, c'est en fait au cours de sa carrière, de sa construction intellectuelle comme scientifique, où on se demande aussi, finalement, comment on en est arrivé là, pourquoi on fait ça. Il y a des choix à faire dans la vie, des orientations. Hein. Quand je fais un master de physique, moi j'ai fait un master de physique quantique. J'ai pas fait un master d'astrophysique, parce que c'est ça qui m'intéressait, la physique quantique. Et puis au moment donné, il faut faire une thèse. J'ai dit, je fais quoi alors ? Et puis j'ai remonté quand j'étais petit. Je me suis dit, quand j'étais petit, c'était l'astronomie. Je fais une thèse d'astrophysique. C'est ça le truc qui me branche vraiment. Alors que la physique quantique m'a passionné pendant le master. Donc pour dire que on en vient à se poser des questions par le biais de ces enseignements, parce que quand on monte de niveau aussi, s'élargit le spectre, à la fois se restreint le domaine qu'on étudie. Quand on est en terminale, on fait de l'histoire, de la géographie, du français, un peu de physique, un peu de chimie, un peu de mathématiques, etc. Et puis quand on est en master 2 de physique quantique, on fait physique quantique matin, midi et soir, 30 heures par semaine. Donc là, ça restreint beaucoup le domaine d'études, mais en même temps, c'est aussi l'occasion de comprendre des choses en histoire des sciences, de comprendre l'histoire de la discipline qu'on est en train d'approfondir, de comprendre les questions éventuellement philosophiques qui ont été soulevées soit dans l'histoire de la discipline, soit pendant sa pratique. Alors dans le cas de la physique quantique, des questions philosophiques, des questions, il y en a d'interprétation de cette discipline. En astrophysique, évidemment, même chose, astronomie, etc. Toutes ces questions se posent, et évidemment, on est naturellement sur des questions qui sont humaines, qui sont importantes, et on est naturellement porté à s'y intéresser, à défaut de les approfondir comme si on suivait un cursus approfondi sur ces questions. Donc voilà, c'est un peu, ça fait un peu bancal, mais en tout cas pour ma part, j'ai plutôt appris les éléments dont tu parles, qui sont absolument fondamentaux à mon sens pour avoir un humain développé. Il faut quand même être spécialisé dans quelque chose, avoir une sorte de champ d'expertise où on est compétent, et puis regarder au-delà de ce champ, comment son propre champ s'inscrit dans le champ des capacités ou des activités intellectuelles humaines, comment il s'est transformé, comment il a évolué, quelle est son histoire. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de la démarche. Alors c'est ce que tu dis est... Au-delà d'être hyper intéressant, tu me fais aborder des choses que j'avais pensé aborder à la fin au début. Je vois que tu ne te laisses pas aller dans la pente glissante vers laquelle je voulais t'emmener. Mais la question que je me pose, qui est vraiment pas dite de manière provocatrice, c'est moi je me suis dit en étudiant notamment l'histoire des sciences et en préparant cette émission, qu'avec Hiroshima, on peut dire que la recherche en physique de l'atome, elle a mis entre les mains de l'homme une capacité de destruction massive. Donc est-ce que vraiment on peut, aujourd'hui, en se disant qu'avec toutes les problématiques de transhumanisme, d'homme augmenté, est-ce qu'on peut se dire que la science, elle peut faire l'économie de la morale ? S'en déconnecter totalement pour se concentrer juste Je pense qu'on ne peut jamais faire l'économie de la morale. Bien sûr, la science ne peut jamais faire l'économie de la morale. Les sciences, en particulier les sciences physiques, disons les sciences qui en sont dérivées, sans péjoration, les sciences de l'ingénieur, les sciences techniques, les choses, on fabrique des choses à partir de notre connaissance de la compréhension du monde matériel et de son action. Il y aurait la chimie intégrée aussi dans la physique, parce que la chimie, c'est aussi la transformation de la matière. Et donc, les sciences, c'est la compréhension du monde, mais ça transforme cette compréhension, ça ajoute à cette compréhension une capacité d'agir sur le monde, de transformer le monde par le biais de la compréhension qu'on en a. Ça commence avec l'invention du feu. Enfin, les gens qui, à l'époque, ont inventé le feu, ils ne sont pas tout seuls, et ça s'est probablement inventé en plusieurs endroits du monde, à plusieurs époques différentes. Évidemment, c'est très difficile de dire comment ça s'est inventé. On peut juste essayer de remonter et de se dire, je crois, que l'ancienneté de l'invention du feu, c'est quelque chose comme 4 à 500 000 ans dans notre passé. Eh bien, l'invention du feu, ça change
radicalement le rapport des humains à la nature, radicalement. À la fois pour se protéger, on peut l'imaginer, pour cuire leurs aliments, transformer la matière, cuire leurs aliments, se protéger, mais aussi peut-être se battre, aussi provoquer des fuites de troupeaux vers le piège, en allumant un feu sur leurs arrières et les poussant dans une autre direction. Bref, ça transforme complètement la façon dont l'humanité, les humains peuvent agir, transformer et interagir avec le monde. Donc les sciences, c'est intrinsèque à ça, c'est intrinsèque aux sciences, cette capacité-là à transformer le monde, en le comprenant, en cherchant à le comprendre. Parfois, on a eu des outils de transformation qu'on n'a pas tout de suite compris. Par exemple, le feu. Les premiers hommes, premières femmes qui ont utilisé du feu, c'est parce que c'était une combustion, vous voyez, donc ils étaient très limités en chimie, on va dire comme ça. Mais ça les a pas empêchés de trouver le truc, de le maîtriser, de l'améliorer, et puis de s'en servir pour tout un tas d'applications. Donc il y a effectivement, c'est indispensable d'avoir un recul sur ce que l'on fait, sur sa pratique et sur les conséquences que ça a. C'est absolument indispensable. C'est pas propre aux sciences. C'est vrai aussi dans beaucoup d'autres disciplines. Simplement dans les sciences, comme elles sont, une fois qu'une idée est implantée, elle est là, elle ne disparaît pas, on ne désapprend pas. On ne dit pas « Ah, j'ai inventé un truc pas bien ou qui va être mal utilisé », on l'oublie, on le désapprend, on le désinvente. Ça n'existe pas. C'est ça le malheur et peut-être le bonheur des sciences, parce que les idées ne disparaissent pas. Et elles sont parfois difficiles à émerger, mais elles ne disparaissent pas. C'est aussi ça le bonheur, parce que c'est précisément ce qui fait la richesse des sciences, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres interactions entre humains, où essentiellement, ça, t'as une bouteille d'eau, elle me plaît bien, tiens, je te donne, j'ai vraiment soif, toi tu dis, t'as besoin de 2 € pour t'acheter une bière, t'en as marre de l'eau, je te donne 2 €, tu me donnes l'eau, et voilà, on est content, on a fait un deal, quoi. Bon. Donc t'es reparti avec 2 €, t'avais une bouteille d'eau, moi je suis parti avec une bouteille d'eau, j'avais 2 €. Ok. L'avantage des idées, c'est que ça n'appauvrit personne de les échanger. Si je te donne une idée, j'ai pas moins d'idées, elle n'a pas disparu de ma tête, et toi t'en as une de plus, et réciproquement d'ailleurs. Et donc les idées se multiplient en s'échangeant. Et c'est ça qui est assez remarquable dans les sciences, dans les idées, dans le monde des idées en général, dans les sciences en particulier, qui fait qu'il peut y avoir, c'est une activité collective, c'est-à-dire que la discussion entre scientifiques est extrêmement importante, des échanges entre scientifiques sont même fondamentaux dans la transformation de la compréhension que les humains ont du monde qui les entoure. Et du coup, ils doivent aussi discuter, et ils le font, des conséquences, même si une personne n'est pas au fait, peu éduquée, ignorante, ça l'intéresse pas, enfin tout ce qu'on veut. À la fin, on va lui dire, attendez, là, ça va pas ton truc. Ils prennent conscience de ça. On ne désapprend pas. Donc une fois que c'est fait, c'est fait. Mais ces questions-là émergent finalement. Et ensuite, effectivement, les scientifiques, ils peuvent pas non plus balayer d'un revers de bras en disant il n'y a pas de la science n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'usage qu'on en fait. C'est vrai, la science n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait, mais la science, les techniques, j'élargis aux techniques, elles sont pas neutres en revanche. C'est-à-dire, c'est ni bon ni mauvais, si on est d'accord, mais ça n'est pas neutre. Ça veut dire que, malgré tout, quand on fait quelque chose, ça a des conséquences, ça vient de quelque part, on s'inscrit dans un cadre social, politique, historique, on est les descendants aussi intellectuels de tous les scientifiques qui nous ont précédés, et on est le jalon pour les scientifiques suivants, on s'inscrit dans un cadre, et ça a des conséquences. Et donc, d'une certaine façon, ça serait souhaitable, utile, indispensable même, de penser aux conséquences et d'essayer d'y penser avant, pas facile. Et c'est là la difficulté. Ça n'est pas facile, mais d'essayer d'anticiper les conséquences. Il y a un endroit où les sciences n'ont pas de conséquences, c'est dans Star Wars et dans la science-fiction. Alors là, dans la science-fiction, c'est tranquille, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils jouent avec. Ça peut être vu en première intention comme un jeu, comme un divertissement. Alors moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai lu Faire des sciences avec Star Wars, qui est un bouquin que je recommande à tout le monde, qui est peut-être ton plus gros succès à ce jour, je crois, en tout cas celui qui a fait le plus parler, peut-être. Oui, voilà, ce bouquin, je suis sidéré, il marche très très bien, il a une longue histoire, je pourrais t'en raconter quelques grandes lignes, mais c'est assez étonnant. Comment il est né ce projet ? En fait, il est né en 2005, je pense, à l'époque où la Cité des sciences et de l'industrie voulait faire une exposition Star Wars. Et donc, c'est assez légitime, puisqu'ils avaient aussi envie, Star Wars était dans son plein boom, si je veux dire, enfin, ça ne l'a jamais vraiment quitté, ce plein boom, enfin là, c'était vraiment le plein boom de Star Wars. Et c'était l'idée d'utiliser, de faire venir les gens à la Cité des sciences, d'abord, peut-être sous un, entre guillemets, mauvais prétexte, un prétexte de divertissement, mais
quand ils sont à la Cité des Sciences, ils peuvent aussi aller voir ce qu'il y a à côté. Et donc, il n'y a que des bons prétextes pour s'intéresser à ces choses. Exactement. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Autant mettre des jolies choses. Bon, en même temps, la Cité des Sciences et de l'Industrie, ce n'est pas la cité du cinéma et de Star Wars, disons. Donc, il y avait aussi la volonté de mettre un parcours dans cette exposition, de mettre un parcours scientifique et technique. Je me suis occupé du parcours scientifique et il y a eu un parcours technique qui concernait les effets spéciaux essentiellement, parce qu'une des forces de Star Wars, en tout cas du premier épisode, enfin de l'épisode 4, c'était les aspects novateurs dans certains effets spéciaux particuliers qui ont été saisissants. Enfin, moi, j'ai vu ça petit, c'était évidemment tout à fait saisissant. Donc, il y avait deux parcours, en plus de l'exposition, disons, de fans. On voit le matériel, disons, du film. On voyait aussi, on avait un parcours scientifique. Et c'est là où la sélection s'est approchée de moi, parce que il me connaissait depuis un certain temps, que je pratiquais, que j'utilisais la science-fiction comme prétexte pour parler de science, c'est-à-dire analyser des œuvres de fiction. Je pratiquais ça pour le compte d'une revue de science-fiction qui s'appelle Bifrost, qui est éditée par les éditions du Bélial, et que je faisais ça avec eux depuis à peu près 1999. Donc ça fait déjà 5-6 ans que j'utilisais et que ça finissait par se voir, d'autant que j'avais des bonnes relations comme scientifique et comme intervenant parfois à la Cité des Sciences. Ils m'ont dit est-ce que tu peux nous faire un parcours scientifique Star Wars, dans l'expo Star Wars, donc prendre des éléments de la saga, des éléments qui sont dans l'exposition, et puis et gloser dessus d'un point de vue scientifique. L'idée n'étant pas, bien sûr, de dire « Ah là là, Star Wars, ils sont nuls en sciences, ils sont nuls. » Ils sont nuls en sciences, d'accord, mais ça tombe bien, c'est pas des scientifiques, ils veulent pas faire un documentaire, on peut pas leur reprocher ça. Donc, partant de ces éléments de science, essayer de discourir là-dessus et de donner des idées, qui sur les planètes, sur les extraterrestres, sur les sabres laser, sur les vaisseaux, essayer de discuter un peu de ça pour mettre une couche scientifique dans une exposition qui, sans elle, et sans la couche, disons, technique autour des effets spéciaux, et de la façon dont on fait des effets spéciaux, aurait été une exposition purement culturelle et de divertissement. Alors, il y a eu la possibilité, non pas de faire un catalogue de l'exposition, mais de faire un petit livre, à l'époque avec les éditions du Pommier, un petit livre qui matérialisait sous forme écrite ce qui était raconté finalement dans l'exposition des aspects scientifiques. Le petit livre a très bien marché, c'était un tout petit livre tout simple, a très bien marché. Et puis ensuite, ce livre, il a fallu s'arrêter, il était épuisé, on n'avait pas le droit de le vendre en dehors de la durée de l'exposition, donc on l'a vendu une bonne année, bon, c'était bien. Et puis voilà, il s'est épuisé tranquillement. Et peut-être une dizaine d'années plus tard, c'est quelque chose comme en 2015, alors je faisais des conférences, je fais beaucoup de conférences, et notamment on me demandait souvent cette conférence, on me la demande toujours, sur Star Wars, sur la physique de Star Wars. Et finalement, le public, par acclamation, on dit « Oh, quand même, ça serait bien, il faudrait mettre à jour. » C'était les vieux Star Wars. Il y a eu plein d'épisodes. Entre-temps, en 10 ans, évidemment, d'autres épisodes sont sortis. Alors, du coup, j'ai fait un deuxième bouquin qui, cette fois-ci, pour un peu, par plaisir, par générosité et par retour vis-à-vis du public qui avait soutenu le bouquin et qui m'avait fait part de son enthousiasme pour ce travail et tout ça. Donc, je lui ai dit, le bouquin, on va le faire gratuitement. Je vais augmenter la version précédente en ajoutant des choses concernant les œuvres les plus récentes et le faire gratuitement. Alors gratuitement, c'est pas facile à faire gratuitement quand c'est du papier, parce qu'il faut quand même payer le papier, l'air de rien, et la distribution. Donc on l'a fait gratuitement en numérique, d'abord. Ça a super bien marché, les gens étaient très contents. Il y avait des nouvelles choses, il y avait des améliorations, il y avait des remarques qui m'ont été faites dans des conférences. Il y avait évidemment tenir compte de certaines choses qu'on avait vues, d'objets qu'on avait pu voir dans les épisodes qui s'étaient produits entre 2005 et 2015. Et puis ensuite, d'autres personnes m'ont dit après, peut-être parfois les mêmes, je les ai pas reconnus, m'ont dit c'est bien le numérique, mais le papier quand même, c'est super cool, on pourrait pas avoir un bouquin en vrai papier. Ils disent mais là il va falloir le payer, mais c'est pas grave, on va faire un vrai bouquin en papier. Et du coup, avec l'édition du Bélial, on a fait la version 3. D'abord, on avait fait la version numérique avec le Bélial, c'était sur leur plateforme qu'on avait diffusé ça, et ensuite on a fait la version papier. Donc ce bouquin a une longue histoire qui en fait initialement mon goût pour la science-fiction et son usage, ma pratique d'utiliser la science-fiction pour parler de science, cette exposition qui déclenche un peu les choses avec les éditions du Pommier, et puis ensuite une vie finalement, presque une vie amoureuse, enfin c'est pas tout à fait ça, mais enfin ça ressemble un peu à ça, une relation entre le bouquin, son public, l'auteur du bouquin qui donne des conférences, et puis de fil en aiguille on se dit bon on va le faire, et puis on l'a fait, et le bouquin est toujours là, et les gens aiment toujours le lire. Les conférences marchent aussi bien que le livre. Il y a des centaines de milliers de vues sur YouTube. Oui. Moi, c'est là que j'ai compris aussi une différence, et je vais te demander de l'expliquer. C'est quoi la différence entre l'énergie et la force ?
Alors, l'énergie et la puissance. Alors, c'est ça. Voilà un des points qui est intéressant à discuter. D'abord en physique, ces notions énergie, force, puissance, qu'est-ce que c'est? Alors on pourrait dire, on va commencer en physique. Mais ça peut être marrant de commencer par Star Wars, parce que dans Star Wars, la force, alors déjà il y a le mot force, la force, sa définition, qui est donnée par Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, enfin dans le premier épisode en fait historiquement, qui dit la force c'est un champ d'énergie. Il nous dit la force est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, il nous entoure et nous pénètre, il lie la galaxie tout entière. Voilà le mot à mot de la version française du Star Wars, enfin de ce que dit Obi-Wan Kenobi à Luke Skywalker, quand Luke Skywalker lui dit c'est quoi la force? La force est un champ d'énergie. Donc on voit déjà le mot énergie qui arrive. Et puis quand on voit les Jedi, on se dit ils sont forts ces Jedi, sur la force, ils sont puissants aussi, ça les êtres puissants. Alors voilà, ça y est, on a dit un autre mot, on a dit puissant. Donc ça y est, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les a utilisés en termes vernaculaires, en termes du langage quotidien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un physicien? Alors, énergie, en physique, l'énergie, c'est l'entité qui permet de quantifier la capacité à faire des transformations, transformer la matière. Transformer la matière, fabriquer cette table en verre, elle n'existe pas à l'état naturel, évidemment. Donc il faut faire quelque chose, et physiquement, économiquement, ça se traduit par je vais chez le marchand de table en verre et j'achète une table en verre, mais physiquement, ça se traduit par il faut faire fondre du sable, il faut tailler en morceaux, il faut le transporter. Ça se traduit en il faut transformer la matière. Transformer du sable en verre, du verre en plaques de verre, de plaques de verre en table avec ces petits bords jolis, à la bonne taille, et transporter ça à l'endroit où on veut. Donc ça se traduit par des transformations. Transporter, fabriquer, découper. Ça pourrait être refroidir, si on voulait que cette table soit fraîche pour je ne sais quelle raison, ou la chauffer, si on voulait qu'elle soit chaude. Si on dit, il y en a marre de cette table, je vais la briser, ça va coûter de l'énergie aussi, de la briser, il faut taper dessus, c'est de l'énergie qu'on met en jeu, de l'énergie mécanique. Bref, toute transformation de la matière requiert de l'énergie, ou en produit, ça peut être en produire. Pensons par exemple à la transformation de la matière qui consiste à la brûler, par exemple. Si on brûle un combustible, eh bien ça chauffe, on récupère de la chaleur par cette transformation. Donc l'énergie, c'est l'entité qui permet de faire des transformations. Et donc de ce point de vue-là, que les Jedi disposent d'un champ d'énergie, ils font des transformations, les Jedi. Ils soulèvent des trucs, ils projettent des choses, ils font des éclairs, ils disent ce ne sont pas ces droïdes que vous cherchez. Bref, ils transforment le monde, ils transforment la matière par un moyen, disons, subtil. on va être pudiquement la partie technique, voilà, mais pudiquement évidemment sous la table. Enfin, pas une table transparente, sinon on voit les choses. Et puis ils disposent de cette énergie qui s'appelle la force. Alors du coup, on la voit, elle est mal nommée. On l'appelle la force avec un grand F pour quelque chose qui est une énergie, parce que évidemment l'énergie c'est l'unité de compte des transformations de la matière, mais l'agent des transformations en physique, ça s'appelle une force. L'agent, la capacité à transformer les choses, l'agent des transformations sera la force ou des interactions. On dira en physique plus volontiers, en physique moderne, on dira plutôt des interactions. Il y aurait la force, quand on pense à des forces de contact, je pousse une chose, je tape dessus, je l'allume, il y a l'impression qu'il y a une interaction de contact, mais aussi des interactions à distance, comme la gravitation, par exemple. Donc, l'énergie, c'est l'unité de compte des transformations, les forces, c'est l'agent des transformations de la matière. Alors, avec ces deux choses-là, on voit que la force n'est pas très bien choisie, avec un grand F n'est pas très bien choisie, que l'énergie, c'est plutôt bien choisi, et on comprend finalement que les Jedi, ils ont accès à un énorme réservoir d'énergie qui s'appelle la force, mal nommé, qui s'appelle la force. Ils ont accès à un énorme réservoir d'énergie, et ils peuvent faire des tas de choses. De la même façon que quelqu'un qui a accès à un énorme jerrycan d'essence, il va pouvoir brûler beaucoup plus de choses que s'il a accès à un tout petit jerrycan d'essence. Voilà, ça a l'air aussi bête que ça, mais c'est un peu l'idée. Ils ont accès à un grand réservoir d'énergie. Alors, du coup, la notion de puissance, comment on peut la faire arriver dans ce cadre-là? On peut se dire, les Jedi, ils sont pas pareils. Évidemment, on les voit bien, ils n'ont pas la même gueule. Bon, ça, c'est un point. Bon. Mais c'est pas le point. C'est pas le truc intéressant. Le truc intéressant, c'est qu'il y a des Jedi qui font des trucs incroyables. On voit bien qui est fort, enfin, en un sens quotidien. Bon, Yoda, respect. L'empereur, respect. Ça, c'est des boss. Skywalker, il n'était pas terrible au début, puis après, il grandit, il devient meilleur, il s'améliore. Donc, on a l'impression qu'on peut classer les Jedi qualitativement en disant, celui-là, il est plus fort que celui-là. Mais d'abord, ce mot fort, il est pas très bien choisi. Il est peut-être pas très bien choisi, parce que il s'agit pas de force au sens musculaire, par exemple. Et c'est bien gentil de les classer qualitativement, mais est-ce qu'on peut faire un classement quantitatif? Par exemple, comme au sport, lui, il court le 100 mètres en 10 secondes, et lui, il court en 13 secondes. Voilà.
bah lui, il est plus rapide que l'autre. C'est réglé, l'affaire est réglée. Il y a un nom, c'est pas il est plus rapide, c'est il est plus rapide. Et en plus, je peux chiffrer sa performance par rapport à l'autre. Donc là, on peut les classer qualitativement, se faire une idée. On est d'accord, Yoda, c'est un boss, l'empereur, il est fort, etc. Et puis Skywalker, il est moins bon. D'accord. Mais est-ce qu'on peut mettre des nombres là-dessus? Alors pour ça, il faut se demander, ça va être quoi le critère de classement? Comment on va les classer et comment on va chiffrer ce critère une fois choisi? Comment on va mettre un nombre dessus? Alors pour les Jedi, ça ne sera pas un critère d'énergie, de quantité d'énergie disponible. Parce que, encore une fois, si quelqu'un est très musclé, un gros baraquet avec sa masse d'armes et qui veut casser des trucs, on va dire, bah lui, il est fort. Et puis, s'il y a un petit baraquet tout minable avec sa petite masse d'armes, il dit, bah lui, il est moins fort. Ça sera presque évident. Et on va jauger sur sa capacité à soulever des poids, par exemple. Bah, ça s'appelle l'haltérophilie. On classe les gens par leur capacité à soulever 200 kilos, 100 kilos, 50 kilos. Donc là, l'énergie dont disposent les gros baraquets, c'est une énergie musculaire. Et quand on a plus de muscles, on a plus de kilogrammes et on a plus d'énergie disponible, a priori, de celui qui a moins de kilogrammes. Mais c'est pas suffisant non plus. Ce qui est intéressant, c'est le rythme auquel on peut délivrer cette énergie, le rythme des transformations que l'on peut mener. Parce qu'on a beau avoir beaucoup d'énergie, si ce rythme est fixé indépendamment de nous, et si ce rythme est lent, on ne fera pas beaucoup de transformations. Le rythme des transformations sera lent. Si l'énergie quantifie la quantité de transformations qu'on peut faire, une autre entité qui s'appelle la puissance, qui est le débit d'énergie, va quantifier le rythme auquel on peut faire des transformations. Combien de transformations par seconde? Et la puissance, c'est extrêmement en watts. Quand on dit des watts, c'est combien de transformations par seconde, combien d'énergie tu consommes par seconde. Si tu consommes beaucoup d'énergie par seconde, tu feras beaucoup de transformations par seconde. Et donc, il va se passer quelque chose. Si tu fais peu de transformations par seconde, toi, tu pousses la feuille comme ça, un tout petit peu, bah, il ne se passe pas grand-chose. Alors, un grand coup, tu as mis beaucoup de puissance dans ton mouvement, les feuilles s'envolent, et là, tu dis, il s'est passé un truc très rapidement. Donc, on va essayer de classer les Jedi par puissance. Non pas par énergie, ils en ont tous beaucoup, la force, ce grand réservoir qui remplit l'univers, mais par le rythme auquel ils peuvent piocher dans la force. Tout ça, c'est bien mystérieux, on ne sait pas comment ils font, évidemment, je ne dirai rien. Comment on peut piocher dans la force? Le rythme auquel ils piochent dans la force, et pour faire les transformations qui leur sont nécessaires, celles qu'ils veulent montrer, celles qu'ils veulent démontrer. Et donc, on va les classer par puissance. Et donc, la question quantitative devient, Yoda, combien de watts? Skywalker, combien de watts? L'empereur, combien de watts? Celui qui a beaucoup de watts, c'est un fort, entre guillemets, Jedi. Celui qui n'a pas beaucoup de watts, c'est un faible Jedi. Ça reste des êtres surhumains, mais on peut les classer quantitativement entre eux. Alors, je t'épargne les détails du calcul, mais on peut estimer, par exemple, que Skywalker, quand il est sur Dagobah et qu'il est en train de soulever R2-D2, il soulève des caisses, il s'entraîne, il apprend à maîtriser la force avec Yoda. Quand il fait ces efforts-là, la puissance qu'il dissipe est de l'ordre de 1000 watts. Alors on dit 1000 watts, c'est beaucoup. Si on ne sait pas ce que c'est un watt, on se dit 1000 watts, c'est 1000 watts, quoi. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Alors on sait déjà qu'il y a des ampoules, enfin à l'époque des ampoules à incandescence, il y avait des ampoules de 100 watts. Donc on dit 10 ampoules. Ouais, 10 ampoules. On va comparer un humain. Alors un humain, toi, tu es un peu plus jeune que moi, tu m'as l'air un peu costaud, je te mets sur un vélo, je te dis vas-y, aille, ça pédale. Tu vas sortir 100 watts sans trop de problème. Si tu as une condition physique moyenne, tu vas pédaler 1 heure et ça va être chaud pour toi. Si tu es bien en forme, tu pourras pédaler plusieurs heures avec une centaine de watts. Donc voilà, 100 watts, on va dire que c'est un humain pas spectaculairement puissant pour le coup, bonne santé. Mais en bonne santé, à peu près entraîné, etc. Donc 100 watts, il peut sortir ça, disons, 1 heure sans trop de problème, et 1 heure, c'est-à-dire pas des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà. Alors le Tour de France, le Tour de France, ça c'est plus intéressant. Quand tu prends les champions du Tour de France, quand ils montent un col, par exemple, ça prend 20 minutes, il y a des dénivelés de centaines de mètres, on peut estimer la puissance qu'ils fournissent, c'est de l'ordre de 400 watts pendant 20 minutes. Alors ça déjà, c'est différent. Par exemple, moi, toi, je ne sais pas, mais moi, je me mets sur un système, un ergomètre qui mesure la puissance que tu fournis. Tu trouves ça très facilement dans les salles de sport, les rameurs à roues, les vélos, tous les instruments de salle de sport peuvent afficher la puissance que tu dépenses pour fournir l'effort qui est mesuré par la machine. Eh bien, 400 watts, je ne les atteins pas. Ça veut dire, c'est même pas une question de durée, c'est en mettant toute mon énergie vite, en mettant toute ma puissance dans le geste, je n'atteins pas 400 watts. Ça donne la mesure de ce que c'est que 1000. Ça veut dire ce que c'est 1000, c'est beaucoup. Alors, typiquement, ce que c'est 1000, que fait Skywalker ? Il soulève des masses de 2 mètres, 1 mètre 50, 2 mètres. Il fait ce que fait un haltérophile. Il fait l'haltérophile
avec la différence, c'est qu'il touche pas la barre. Il touche pas l'haltérophile, il a un contact physique avec sa barre. Alors que Skywalker, il regarde et boum, ça se soulève comme ça. Bon, ça, c'est là où le grand pouvoir du Jedi. Donc, il fait en gros ce que fait un haltérophile. Donc, c'est l'équivalent d'un humain puissant, d'un humain costaud, mais ce n'est pas surhumain. C'est quelques humains, plein d'humains savent faire ça. Alors, si on fait la même chose ensuite avec Yoda, on peut le comparer d'ailleurs presque immédiatement dans la scène qui suit. Si tu te rappelles, dans l'épisode, ça doit être l'épisode 5, ils sont sur Dagobah, ils s'entraînent. C'est le 5, oui. C'est ça, hein. Tu confirmes? Il faut qu'on vérifie, parce qu'il ne faut pas... Non, je confirme que c'est le 5. Ouais, qu'on n'ait pas l'air d'ignorant, quand même. Et alors que Skywalker soulève, en s'entraînant les caisses, et R2-D2, il essaie de soulever son vaisseau qui s'est enfoncé dans le marais, il n'y arrive pas. Il essaie, et puis il n'y arrive pas. Alors, puis Yoda, en mode tranquille, hein. Yoda, on sent bien qu'il n'est pas... Patron. Il est en mode boss, quoi. Je vais te montrer comment on fait. Il sort le vaisseau tranquillement et il le pose sur la berge. Alors, quand il fait ça, la puissance qu'on peut estimer, c'est 100 000 watts. Ah là, déjà, ça commence à être c'est autre chose. C'est 100 Skywalker. Bon, c'est pas une unité très pratique. On a dit, Skywalker, c'est 10 humains. Un humain, c'est 100 watts. Un humain normal, en bonne santé, mais sans entraînement particulier. Skywalker, c'est 10 humains. Alors là, du coup, on se retrouve avec Yoda, c'est 1000 humains. Ah, ça, c'est beaucoup. Ça commence à être beaucoup. 100 kilowatts, c'est aussi une voiture. C'est la puissance d'une voiture. Une voiture normale, une voiture de 100 chevaux, c'est 80 kilowatts à peu près. Donc 100 kilowatts, 100 000 watts, c'est une voiture de 120, 125 chevaux, quelque chose comme ça. Donc c'est une voiture tout à fait normale. C'est pas une voiture de course. Donc Yoda, c'est une voiture et c'est 1000 humains. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, quand on a dit Yoda, c'est une voiture, et qu'on a dit Yoda, c'est 1000 humains, on peut enlever Yoda finalement, parce que Yoda, il est gentil Yoda, on aime bien Yoda, évidemment on l'aime Yoda, mais il n'est pas de notre monde, enfin je veux dire, c'est pas important pour notre compréhension du monde. Mais réaliser qu'une voiture, c'est 1000 humains, c'est 1000 humains sur un vélo. Ça veut donc dire que quand je suis sur l'autoroute à 130 à l'heure dans ma voiture qui fait une puissance de 120 chevaux, que je maintiens cette vitesse, j'ai une voiture qui dépense typiquement cette puissance-là, j'ai donc l'équivalent de 1000 humains, en tout cas plusieurs centaines d'humains qui pédalent devant. C'est l'équivalent de ça. C'est ça que je dois imaginer. Je ne suis pas moi dans ma petite voiture avec son moteur. J'ai une carriole et j'ai 1000 humains à vélo qui pédalent pas comme des fous, parce que sinon tu les épuises et tu pédales pas longtemps. Ils pédalent normalement parce que tu veux faire Paris-Marseille. Et tu veux qu'ils pédalent 8 heures. Donc voilà ce que ça veut dire. Quand tu es au volant d'une voiture, sous le pied, sur la pédale d'accélérateur, tu as l'équivalent, tu peux déclencher la puissance, l'équivalent mécanique de la puissance de 1000 humains qui pédalent. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Alors ça commence aussi à être assez frappant, d'une part parce qu'on a joué avec Star Wars, on s'est dit, Yoda, une voiture, tout ça. Et en même temps, on réalise un truc, on se dit, mais c'est quand même incroyable. Ça veut dire que moi, tout seul, un seul humain, j'ai, par cette machine, qui est une voiture, avec l'essence qui est dedans et la façon dont elle est fabriquée, j'ai à ma disposition la puissance de 1000 humains. C'est incroyable. Donc, si c'était des vrais humains, ça s'appellerait de l'esclavage pur et simple. J'ai 1000 personnes, et c'est même pas de l'esclavage, c'est du super esclavage. J'ai 1000 personnes qui bossent pour moi pour faire rouler ma voiture. Alors ça permet d'arriver après des notions. Je vais finir aussi mon enquête avec l'empereur. Hein. Je n'oublie pas l'empereur, parce que l'empereur, et puis le sabre laser aussi, bien sûr. Mais on réalise, du coup, on commence à réaliser des choses sur notre monde. Et ça qui est intéressant, c'est à la fois discuter de notions de physique qui sont mises en scène dans une œuvre comme Star Wars, qui est très populaire, très connue. Il faut qu'elle soit très connue, l'œuvre de Scoop, pour que les gens la connaissent, que le public la connaisse. Il faut expliquer toute l'œuvre, en plus d'expliquer toute la physique, on n'en sort plus. Donc on prend un truc très connu, que tout le monde maîtrise, et puis on essaie d'expliquer la physique. Donc ça, c'est un premier point. Et ce détour par les mondes imaginaires permet de revenir sur notre monde, et je l'espère, de le voir sous un angle différent. On a fait ce détour, c'est-à-dire qu'on a dit Yoda égale 1000 humains, Yoda égale une voiture, et après on peut éliminer Yoda, si je veux dire, dans l'égalité, dans la double égalité, et en garder qu'une. Une voiture, c'est 1000 humains. Une chose qu'on n'aurait pas réalisée peut-être sans passer par Yoda. C'est ça le point. On peut la réaliser, bien sûr, sans passer par Yoda, mais pas forcément. Et là, on le réalise de manière aussi un peu ludique, un peu marrante, en passant par ce personnage curieux. Pour monter un peu dans les puissances, si on regarde ce que fait l'empereur, quand il électrocute Skywalker, là c'est plus de la puissance mécanique, au sens il soulève des choses et il les pose. C'est la puissance électrique, exactement, c'est des éclairs. Donc il est en fait en train d'utiliser la force comme un générateur de tension qui crée un champ électrique. Et ce champ électrique, s'il est suffisamment intense dans l'air, il crée un éclair. Dans l'air, il faut créer, avec 2 électrodes séparées d'à peu près 1 mètre,
Si on prend 1 mètre comme distance typique, il faut à peu près 3,6 millions de volts entre les 2 électrodes. On voit ça très bien au Palais de la Découverte, où il y a la fameuse salle d'électrostatique, Palais de la Découverte qui, à l'heure où nous enregistrons, est fermé. Alors, pas que pour les raisons sanitaires, il est aussi fermé parce qu'il est dans le Grand Palais qui est en réparation, en rénovation pour les 4 ou 5 années qui arrivent. Et donc, dans cette fameuse salle d'électrostatique, on crée des éclairs entre 2 électrodes métalliques et avec des différences de potentiel de 300 000 volts dans des manifestations spectaculaires de l'électricité. Donc, ce que fait l'empereur est, disons, plausible. S'il est branché, on le voit pas, il a un gros câble dans le dos branché au bon générateur, alors qu'il le met à combien? On peut l'estimer en regardant la longueur des éclairs, par exemple, qu'il produit, qui sont quelques mètres, en les estimant à l'œil, et on obtient quelque chose qui est entre 10 et 20 millions de volts. L'empereur, quand il fait ça, il est à 10 à 20 millions de volts. Et puis, pour avoir la puissance, il faut essayer d'estimer l'intensité du courant électrique qui circule. Bon, là, il essaie de tuer Skywalker. Il veut le convaincre de passer du côté obscur. Il n'y arrive pas. Il dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, tu es mort. Alors ça, on a exécuté des gens à l'électricité. Ça s'appelle la chaise électrique. Et donc, il se trouve que c'est documenté. J'entends par là qu'on trouve maintenant sur Internet, beaucoup plus facilement qu'à l'époque, avant Internet, on trouve des tas de documents qui racontent l'histoire de la chaise électrique, qui documentent combien d'ampères on faisait circuler sur les pauvres malheureux, etc. Donc en comparaison, c'est combien? C'est d'ordre de l'ampère, d'ordre de quelques ampères. C'est des intensités considérables. Les intensités limitées par les disjoncteurs différentiels d'une installation électrique aux normes françaises, c'est 10 millièmes d'ampères. Au-delà de 10 millièmes d'ampères, on considère que ça commence à être dangereux pour le corps humain. On évite des intensités au-delà de 10 millièmes. Là, on parle d'ampères entiers, de quelques ampères. C'est une intensité considérable. Et on n'est pas aux intensités qui sont aux milliers d'ampères qui peuvent circuler dans certaines installations scientifiques ou certaines installations électriques. Donc là, en faisant le produit de la différence de potentiel de la tension électrique par l'intensité estimée, on obtient 10 millions de volts fois 1 ampère, ça fait 10 millions de watts, 10 mégawatts. Alors ça, c'est beaucoup. C'est un TGV. Voilà, c'est un TGV double rame à 300 à l'heure entre Paris et Lyon, il est à 10 mégawatts. Sa puissance, c'est 10 millions de watts. Voilà ce que c'est l'empereur. Alors on dit respect. On n'essaie pas de dire à l'empereur, écoute, pousse-toi de mon chemin, je te hais. Non. Il vous ratatine. Pourquoi? Parce qu'il dispose d'une énorme quantité d'énergie, la force, et qu'en plus de ça, il est capable d'y piocher à un rythme très élevé, à ce rythme qui est 10 millions en ordre de grandeur, 10 millions de watts. Et si on regarde dernière estimation qu'on peut faire, si on regarde Qui-Gon Jinn en train de faire fondre, dans l'épisode 1, en train de faire fondre la porte qui le sépare des 2 vice-rois qui veut aller un peu patater, il prend son sabre laser et il plonge ça dans une grosse porte métallique qui vient de se fermer et la porte fond. Le sabre laser. Après, il plonge son sabre laser. Donc le sabre laser, il le plonge et c'est lui qui alimente, en tout cas dans la doxa initiale de Star Wars, c'est les Jedi alimentent le sabre laser par la force. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils piochent dans la force. On ne sait pas comment ils font, on ne sait toujours pas comment ils font. Je ne saurais pas, on ne sait pas, ça ne se saura jamais. Ils mettent cette énergie, on ne sait pas comment, dans le sabre laser. Et le sabre laser transforme cette forme d'énergie qui s'appelle la force en une autre forme qui s'appelle la lumière. De la même façon que quand on est sur un vélo et qu'on pédale, le vélo est une machine qui n'a pas de source interne d'énergie. Le sabre laser n'a pas de pile, on va voir pourquoi. Vous êtes sur une machine, le vélo, qui transforme une forme d'énergie, votre énergie musculaire mécanique, qui elle-même résulte d'une transformation métabolique d'énergie chimique en énergie mécanique, dans notre métabolisme. Donc le vélo transforme l'énergie mécanique du cycliste en mouvement du vélo, qui est une autre forme d'énergie, l'énergie de mouvement, qu'on appelle aussi énergie cinétique. Donc le vélo transforme une forme d'énergie en une autre, le sabre laser transforme la force en lumière, et le rythme est absolument considérable, le rythme auquel cette énergie est injectée, le débit, donc la puissance de Qui-Gon Jinn, c'est 1 milliard de watts pour faire cette transformation. 1 milliard de watts, c'est juste énorme, c'est énorme. C'est l'équivalent de la production électrique d'un cœur de centrale nucléaire, voilà, d'un réacteur nucléaire. Voilà, on comprend pourquoi c'est pas des piles. Enfin, on comprend pourquoi le sabre laser, c'est comme les micros qui sont là. C'est en gros cette taille-là. C'est un machin, on tient dans la main et on appuie sur le bouton et bim, ça s'allume, quoi. Donc c'est quelque chose qui est pas gros et qui produit l'équivalent d'un réacteur nucléaire en puissance. Donc c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup d'une part et c'est beaucoup trop petit pour la taille de ce que l'on sait être un réacteur nucléaire.
Bon, je pense ça aide beaucoup mieux à saisir ce que c'est que la différence entre force et énergie et la quantification du coup. Oui. On voit dans l'univers de Star Wars, pour ne pas changer, une infinité de véhicules, de sabres laser, de machines, etc. Si on revient à la réalité, ça nous pose la question de pourquoi, typiquement, je sais pas moi, cette question, elle a déjà dû être posée 1 million de fois, pourquoi il n'y a pas de voiture volante? Est-ce que c'est les limites du progrès technique à leur H, ou est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable de le concevoir dans l'esprit des scientifiques? Alors, ça pose une question qui est très intéressante, c'est qu'est-ce qui nous sépare, enfin ça, je la reformule un peu, mais qu'est-ce qui nous sépare de ces prouesses techniques qu'on voit dans les films de science-fiction? Alors, je dirais, il y aurait 3 niveaux de séparation. Une séparation qui est rédhibitoire au sens de la physique moderne, qui est c'est impossible parce que ça sort en dehors du champ de ce que l'on comprend en physique moderne. Par exemple, le vaisseau interstellaire va plus vite que la vitesse de la lumière. Alors ça sort, en physique relativiste actuelle, en physique d'Einstein 1905 puis 1915, il existe une vitesse limite qu'on ne peut pas dépasser. Il se trouve que c'est celle de la lumière. La théorie de la relativité d'Einstein. La relativité d'Einstein. Voilà. Donc ça, c'est un cadre qui fonctionne. C'est-à-dire la relativité d'Einstein, elle est validée. Ça ne veut pas dire qu'elle sera vraie de toute éternité, au sens vrai, ça on pourra en discuter un peu après si tu veux, mais c'est la question de ça veut dire quoi vrai avec des guillemets en science, ça veut dire quoi faux en science. En tout cas, cette théorie, elle est validée, elle fonctionne, et elle n'a jamais été prise en défaut. Voilà, on pourrait déjà donner une sorte de première définition de qu'est-ce que c'est le vrai, entre guillemets, en science. C'est quelque chose qui n'a jamais été pris en défaut et qui a été capable de rendre compte d'une énorme variété de phénomènes différents. Donc, nous, dans le cadre de la physique actuelle, il existe une limite indépassable aux vitesses. Il se trouve que c'est celle de la lumière. Un vaisseau qui a plus que la lumière, ça sort du cadre. Donc là, pour nous, c'est impossible. Ok, donc là, on n'a rien à dire. Les bras vous tombent. On dit, bon, bah, ok, ils ont joué, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas grave. Ils ont la licence littéraire, la licence poétique. Donc ça, on n'a rien à en dire d'une certaine façon. Après, il y a des choses qui seraient une impossibilité un peu moins radicale, qui serait une impossibilité d'ordre technique, beaucoup moins radicale, puis je vais te parler de celle du milieu après. D'ordre technique, c'est-à-dire en gros, ah oui, mais ce qui nous montre, en fait, on sait presque le faire. Par exemple, dans Star Wars, quand on voit les Jedi qui discutent entre eux, parfois il y a un petit hologramme, ils parlent à l'hologramme. En fait, ça, on sait le faire. Ça, on sait le faire. Le seul truc qu'on ne sait pas faire, c'est qu'ils sont séparés par la galaxie entière et ils parlent comme toi et moi à 1 mètre de distance, ou à 2 mètres de distance. Alors que la durée de propagation de l'information, bonjour mon ami, eh bien, elle se propage au mieux à la vitesse de la lumière. Et donc, si vous êtes séparés de, mettons, 5 années-lumière, bonjour mon ami, ça met 5 ans pour arriver au Jedi de l'autre côté. C'est une autre notion du direct qu'ils ont. Exactement, c'est plus tout à fait du direct. Voilà. Bon. Donc, oublions le détail, mais l'hologramme, on sait le faire. Il y a des objets qu'on sait, les machins qui volent, ils sont un peu bizarres, ces vaisseaux. C'est aussi des vaisseaux spatiaux. On sait faire des avions, on sait faire des machins qui volent. Donc, on arrive à faire des choses un peu sophistiquées, qui ressemblent un peu à ce que l'on voit dans les films de SF. Donc, il y a des choses techniques qui sont presque réalisables dans la réalité, mais c'est une question de temps et on finit par les faire. Et puis, il y a un intermédiaire où c'est pensable, ça veut dire que ça n'est pas impossible au regard de ce que l'on sait des sciences et des techniques actuelles. Simplement, c'est si difficile à faire en pratique qu'on ne les fait pas. Et ça peut être difficile pour une raison, alors du point de vue physicien, qui est mon point de vue de physicien, il y aurait aussi peut-être des raisons techniques, ingénierie matérielle, si j'ose dire, bien sûr, mais du point de vue de physicien, la raison fondamentale, c'est que la plupart des choses que l'on voit nécessitent une quantité d'énergie et une puissance, un débit d'énergie, qui sont si considérables qu'ils écrabouillent ce que nous savons faire actuellement. Alors on peut prendre par exemple un exemple, l'exemple du vaisseau interstellaire, du voyage interstellaire. Oublions ceux qui vont plus vite que la lumière. Alors on dit, moi je ne sais rien en dire comme physicien, c'est impossible selon mes critères, donc je n'en discute pas, je n'ai rien à en dire. Pour nous, le voyage interstellaire, disons, normal. Prenons un film comme Avatar, par exemple. Avatar, où il y a le vaisseau qui s'appelle le Venture Star, un très beau vaisseau, enfin très beau au sens techniquement très éduqué. C'est pas un vaisseau idiot, il est esthétique pour partie, mais les vaisseaux de science-fiction, souvent, ils ont des esthétiques très sophistiquées, mais qui n'ont pas de justification forcément fonctionnelle. Alors que le vaisseau le Venture Star, on pourra le détailler sur image, on peut regarder et on comprend la fonctionnalité de chacun des choses que l'on voit. Ce vaisseau, dans le film, il va vers une planète, alors c'est pas tout à fait une planète, mais plutôt une planète, il va vers Pandora, un monde qui est en orbite dans le système d'Alpha du Centaure, qui est une étoile qui est à peu près 4,4 années-lumière de la Terre. Arrondissons à 4 années-lumière, c'est parce que tu vas voir, ça va faciliter le petit calcul mental qu'on va faire. 4 années-lumière. Autrement dit, la lumière nous vient de cette étoile
Et elle met 4 ans pour nous venir de cette étoile. La lumière, à sa vitesse de 300 000 km par seconde, met 4 ans pour nous parvenir. Par comparaison, la lumière du Soleil met 500 secondes pour nous parvenir. Et celle de la Lune, qui est diffusée par la surface de la Lune, met un peu plus de 1 seconde. Donc c'est très loin. C'est vraiment très loin. Donc ce vaisseau Venture Star va là-bas, et dans le film, on nous dit que le vaisseau a mis 5 ans, 9 mois et 22 jours. Arrondissons à 6 ans. Nous ne cherchons pas à trop finasser, arrondissons à 6 ans. Si on fait froidement ce calcul, et qu'il faudrait discuter au regard de la relativité restreinte, mais si on fait froidement le calcul, il a parcouru 4 années-lumière en 6 ans, 4 divisé par 3, ça fait 2 divisé par 3, ça fait 2 tiers. Ce vaisseau a voyagé à une vitesse moyenne qui est de l'ordre de 2 tiers de la vitesse de la lumière. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette petite estimation, mais ça donne une idée que ce vaisseau ne s'est pas déplacé à des vitesses de gamin, comme nos vaisseaux. 30 km par seconde. Les vaisseaux, les sondes interplanétaires les plus rapides que nous ayons été capables de faire ont voyagé à 30 km par seconde. Ça veut dire un 10 millième de la vitesse de la lumière. Là, on parle d'un vaisseau qui est à plusieurs dizaines de pourcents de la vitesse de la lumière. Et sa vitesse estimée vite fait, avec des bémols, les 2 tiers de la vitesse de la lumière. Donc ce vaisseau, ce Venture Star, on peut se dire, très bien, ils savent le faire, ce vaisseau est pensable, il va moins vite que la lumière, il est très bien construit, c'est-à-dire fonctionnellement, pour regarder ces éléments, les éléments qu'il constitue, on identifie très bien les réacteurs, les modules de vie, enfin, ce vaisseau est très bien fait, et on peut se dire, très bien, quelle énergie il faut pour faire ça? Pour aller de la Terre à Alpha du Centaure en 5 ans, 9 mois et 22 jours. C'est quoi l'énergie qu'il faut? Il faut accélérer, puis après il faut décélérer. Et ça coûte de l'énergie de décélérer. À chaque fois que vous faites quelque chose, ça coûte de l'énergie. Tu pourrais accélérer, puis tu fais plus rien, tu restes à vitesse constante, et tu passes plein pot à travers le système d'Alpha du Centaure, et tu t'arrêtes pas. Tu as besoin de t'arrêter. Donc tu payes de l'énergie 2 fois, à l'accélération, à la décélération. Combien ça coûte? Tu essaies d'estimer la masse du vaisseau, tu fais de la physique, tu bricoles, tu fais des hypothèses plausibles au regard de ce que tu vois, et tu arrives à la conclusion que ce vaisseau, il consomme une énergie qui est au bas mot 100 000 fois supérieure à l'énergie dont dispose l'humanité en une année entière. Donc, c'est pas tellement la peine de se dire, mais c'est quoi le carburant? C'est quoi le moteur? Combien de boulons de 12? C'est quoi le matériau du vaisseau? Bien sûr, ces questions, si on devait le fabriquer, se poseraient de manière très, très brutale, très importante. Mais avant même de commencer, t'as pas l'énergie. Et t'as pas le débit d'énergie, t'as pas la machine, et t'as même pas l'énergie. C'est pas la peine. Donc, le problème pour un physicien, il peut être réglé très facilement. Essayez, c'est pour ça que je m'en suis amusé à faire ça tout à l'heure avec Star Wars. On peut le faire dans plein d'autres situations. Chaque fois que c'est possible, chaque fois qu'on a des éléments, on peut tirer un peu la ficelle. Des fois, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On n'a rien à dire. Mais quand on peut tirer la ficelle, on obtient des transformations qui sont incroyables. On est en science-fiction, on n'est pas dans des affaires de gamins. Ils font des trucs à l'échelle d'une planète, ils détruisent... Je ne dis pas l'étoile de la mort. Alors là, l'étoile de la mort, au niveau énergétique, c'est un truc de fou. Donc, on est dans des situations où, pour faire ces extraordinaires transformations qui rentrent dans le cadre de la physique, c'est-à-dire qui ne sont pas impensables dans la physique, qui ne sont pas impossibles au regard de la physique actuelle, donc on peut les penser, on peut essayer de jouer avec, de mettre un peu des nombres, et les ordres de grandeur que l'on en tire sont si rédhibitoirement en dehors des capacités humaines actuelles que non, on ne le fera pas, parce qu'on n'a pas les moyens. Ça me fait penser à une invention que d'aucuns ont qualifiée de futuriste, en termes de consommation d'énergie notamment, c'est l'Hyperloop d'Elon Musk. Ah oui, voilà. D'abord, l'Hyperloop, c'est pas futuriste. Il y en a d'autres qui ont proposé ce genre de moyens de transport. Mais c'est vrai que l'Hyperloop d'Elon Musk... Si tu peux expliquer rapidement ce que... Alors, ce que c'est l'Hyperloop, c'est l'idée qu'on va pouvoir faire, par exemple, une trajectoire New York-Los Angeles. L'idée, c'est à l'échelle du continent américain, c'est une échelle continentale. On n'ira pas en avion, on ira dans un système de transport terrestre, donc posé sur le sol, qui sera un long tuyau dans lequel on aura fait le vide et à l'intérieur duquel se déplacera une navette, on va l'appeler comme ça, éventuellement sur des rails sophistiqués, ça sera pas des roues, c'est pas comme un train, ça sera sur des rails en subtension magnétique ou quelque chose comme ça, qui se déplacera à très grande vitesse parce qu'elle y avancera sans aucun frottement sur l'air, du fait que le vide aura été fait dans le tube, et sur le support de déplacement, attendu qu'elle n'aura aucun contact matériel avec le support, elle sera en lévitation magnétique au-dessus du support. Et des vitesses très grandes, des milliers de kilomètres par heure. Donc cette chose-là, indépendamment des problèmes techniques, elle va consommer une énergie absolument considérable pour transporter quelques personnes. Donc, si l'objet est pensable techniquement,
Y a pas de, je dis pas que c'est impossible, ça risque d'être techniquement difficile. Il faut faire, 1000 km de long d'un tube sous vide, en assurant l'étanchéité, parce qu'il ne s'agit pas que l'air... il y a des problèmes techniques qui vont quand même se poser. Bon, il y a les rails à substantiation magnétique, il faut les faire, il faut en faire des grandes longueurs, etc. Ça posera des problèmes techniques. Mais imaginons qu'on dispose de cette chose-là, l'énergie dépensée pour déplacer quelques personnes d'un bout à l'autre du continent américain, ou même de San Francisco à Los Angeles, même sur des distances plus courtes, même en restant en Californie, l'énergie dépensée par humain devient si extraordinaire que ce truc n'a plus aucun sens, économique. Parce que c'est ça qu'à la fin, ce qu'on fait payer, c'est l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer la chose, l'énergie qu'il a fallu pour la concevoir. On paye les royalties intellectuelles de la chose, mais on paye aussi l'énergie qu'il faut pour transporter les gens. Et donc, si ce tarif-là est rédhibitoire, ça va concerner qui ? Pas toi et moi. D'abord, on n'est pas en Californie, mais pas toi et moi, parce qu'on n'aura pas les moyens. C'est comme le Concorde. Le Concorde, c'est un truc extraordinaire, du point de vue technique. Parfait. Extraordinaire, génial, tout ce qu'on veut. Mais du point de vue pratique, ça coûte une blinde par personne. Et c'est pour ça que c'est seulement ceux qui avaient les moyens qui utilisaient les Concordes. Et donc, il y avait un tout petit marché. Même chose pour le tourisme spatial. Qui a les moyens d'aller faire un tour à 100 km d'altitude pendant 1 heure en payant 200 000 €? Et ça, c'est juste un petit tour d'1 heure. Ceux qui veulent passer dans un hôtel orbital ou qui voudraient passer un séjour dans la Station spatiale internationale, le ticket d'entrée, il est plutôt à 20 ou 30 millions d'euros. Et ce ticket d'entrée, il est là parce que derrière, le dispositif technique pour faire cette transformation-là est énorme. Et ce dispositif technique, il requiert en particulier beaucoup d'énergie, beaucoup d'humains. Ça peut être l'énergie intellectuelle, de l'énergie mécanique, des humains qui visent, des humains qui fabriquent, des robots qui fonctionnent à l'électricité. Ça peut être aussi des objets qu'il faut transformer, des fusées qu'il faut construire, du carburant qu'il faut amener, qu'il faut fabriquer quand il n'existe pas. Et en général, il n'existe pas à l'état naturel. Bref, ça demande tous ces moyens-là mis au service d'une seule chose, transporter 3-4 sbires quelque part. Donc là, on peut se demander la pertinence sociale d'un engin pareil. La pertinence sociale d'un engin pareil. Donc, c'est là où on voit que la démesure qu'on voit dans la science-fiction, on la retrouve aussi dans nos sociétés, finalement. Parce que cette démesure de la science-fiction, elle est naturelle. La science-fiction, elle est née pour partie d'une exaltation pour le progrès scientifique et technique et les transformations qu'il a pu faire. Au XIXe siècle, le progrès humain était pratiquement synonyme de progrès technique. Tant les techniques ont pu asservir les humains pour partie. Ceux qui travaillent dans les mines de charbon, ils avaient une vie extraordinairement dure, bien sûr. Mais ça a pu provoquer aussi les progrès de la médecine. Bref, il y a toujours le côté obscur et le côté lumineux, si on était dans Star Wars tout à l'heure. Il y a du côté les deux facettes de la pièce, mais il y a l'idée que c'est notre capacité à utiliser de l'énergie en grande quantité et avec un rythme élevé, donc à utiliser de l'énergie et de la puissance qui ont radicalement transformé les sociétés humaines. Ça commence par le feu, et ça finit par les sociétés qu'on appelle thermo-industrielles, un feu maîtrisé de combustion de combustibles fossiles dans des machines thermiques, puisque en gros, le 80% de notre énergie disponible actuellement sur Terre pour les humains, c'est des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz. Et ce 80%, c'est donc ça se met dans des machines où on maîtrise cette combustion et on transforme cette combustion en moteur, en mouvement, en mécanique, en travail mécanique. Et c'est cette énorme capacité d'accès à des sources d'énergie, en l'occurrence fossiles, qui ont donné à l'humanité, alors l'humanité, oui, le Mali, le Congo, moins que l'Angleterre et la France, évidemment. Mais voilà, l'humanité, on va dire d'abord occidentale, et essentiellement occidentale, ont donné à cette humanité les moyens d'accès et les moyens de transformer le monde de façon extraordinaire. Et ce que l'on voit dans la science-fiction, c'est l'amplification de ces choses-là, notamment dans la science-fiction, la première science-fiction, on voit des choses extraordinaires, des fusées, des villes orbitales, etc., des modifications à l'échelle d'une planète entière, etc., des guerres galactiques. Faire la guerre, c'est la puissance. La guerre, l'arme, c'est précisément ça. Détruire une chose, c'est injecter dans cette chose beaucoup d'énergie en pas beaucoup de temps, de sorte qu'elle soit détruite. Moi, j'ai l'énergie, je reprends l'exemple de l'énergie et puissance pour encore faire ressentir la différence. Si l'idée, c'est de briser cette table, imaginons ça, parce que, voilà, on est désagréable, on veut briser cette table. Il faut une certaine quantité d'énergie pour le faire, on va dire 1 milliard d'unités d'énergie.
Je ne donne pas son nom, c'est le joule, mais je dis 1 milliard de joules et je dis 1 milliard pour dire quelque chose. Moi, je fais des petits coups comme ça sur cette table. On va dire que chaque petit coup, c'est une unité d'énergie. Il faudrait l'équivalent énergétique de 1 milliard de petits coups pour briser la table. Est-ce que je vais briser la table? Sûrement pas. Même si, bon, je vais attendre 1 milliard de petits coups, ça va durer longtemps, parce que ça va me durer 1 milliard de secondes. Si je fais un petit coup par seconde, ça va durer 33 ans. Donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est une expérience de pensée. Ça, c'est aussi un thème intéressant de la science-fiction comme expérience de pensée et puis l'expérience de pensée en science. Mais bon, en tout cas, cette expérience de pensée, je fais ce milliard de coups. On n'a pas besoin de le faire. On sait bien que je ne vais pas casser la table. En revanche, si l'équivalent de cette énergie de 1 milliard de coups, de ce 1 milliard de petits coups, je la mets en un seul gros coup, une fois, là, je casse la table. Donc on voit la différence entre énergie. J'ai l'énergie. Si je suis très patient, je finirai par faire le milliard de coups. Donc j'ai l'énergie. Ça va être un peu pénible à faire, mais je vais y arriver. Mais si mon débit d'énergie, ma puissance est faible, ça veut dire je débite 1 coup par seconde ou 1 milliard de coups par seconde, c'est pas la même chose et je brise les choses. Et donc on voit que la capacité des humains à transformer massivement par la guerre, par l'industrie, par leur industrie en général, ça peut être leur industrie au sens de la machine industrielle, mais leur industrie au sens de leur travail, l'agriculture, fabriquer des maisons, faire des routes, etc., voler en avion, enfin tout ce que les humains font à la surface de la planète, ça résulte de leur capacité à disposer d'une grande puissance. Voilà, nos sociétés sont des sociétés puissantes au sens de la physique, avec beaucoup de watts. Pour donner un ordre de grandeur, la puissance de l'humanité, donc si on prend en gros l'énergie consommée par l'humanité en une année et qu'on ramène ça à une seconde, c'est-à-dire qu'on divise par la durée d'une année en secondes, la puissance actuelle, en 2019, c'est 17 000 milliards de watts. 17 000 milliards de watts. Voilà. Donc ça, c'est une gigantesque puissance à l'échelle humaine. Hein. Toi et moi, c'est 100 watts. Donc tu vois, 17 000 milliards de watts. Je rappelle que si tous les humains travaillaient à 100 watts, 7 milliards d'humains, ça fait 700 milliards de watts. Là, on n'est pas à 700 milliards, on est à 17 000 milliards de watts. C'est te donner une idée qu'il y a entre les 700 milliards et les 17 000 milliards, il y a un facteur en chiffre rond 200, 250. C'est-à-dire que chaque humain, en moyenne, sachant qu'il y a évidemment des disparités considérables, mais en moyenne dispose de quelque chose qui est 250 humains. Ce sont les machines dont nous disposons qui font ces choses-là. Voilà, et qui sont alimentées essentiellement par des combustibles fossiles. Malheureusement, tu viens de briser un de mes rêves qui était d'aller à New York en une demi-heure. C'est pas près d'être possible. C'est pas gagné d'avance. Alors, il faudrait 2 conditions: que les machines, on les fasse, qu'elles soient économiquement rentables, et que tu aies les moyens de te payer le voyage. Ça fait 2 conditions pour toi. Et ça, c'est foutu. C'est pas exclu, mais ça va pas être facile. Est-ce que tu serais d'accord, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, qu'une vérité scientifique est quelque chose dont on ne peut pas démontrer le contraire et qui a prouvé son applicabilité dans différentes situations? Alors, je dirais les choses un peu différemment. D'abord, je ne dirais pas en termes de vérité scientifique, c'est pour donner l'idée que la science dit des vérités. On va dire que les sciences, elles essaient de rendre compte des phénomènes physiques, d'un certain classe de phénomènes, pas tous les phénomènes. Donc déjà, les sciences, en tout cas, je parle moi des sciences physiques, des sciences naturelles, qui seraient la physique, la chimie et la biologie. Moi, je ne suis pas biologiste, mais enfin, ces 3 disciplines rentrent dans ce cadre-là, à mon sens. Elle essaie de rendre compte des phénomènes de la matière inerte pour la physique et la chimie et de la matière vivante pour la biologie. Elle essaie de rendre compte des phénomènes, elles font des hypothèses, elles construisent un certain nombre de descriptions. Il y a plein de façons de décrire une situation, de rendre compte d'une situation, qui peuvent pour certaines paraître un peu farfelues, mais pour d'autres, on ne saurait pas trop dire. Et donc ensuite, il y a un tri qui peut être fait en essayant de comparer l'adéquation de la description au réel. On compare les idées que tu proposes au réel d'expérience ou d'observation, et puis on voit si ça fonctionne. Mais tu peux arriver aussi avec plein d'idées ou plein de propositions qui vont avoir les mêmes capacités explicatives du monde. Si on prend dans le cas, par exemple, de la gravité, Newton nous dit c'est une force qui agit à distance entre 2 corps massifs. Einstein nous dit c'est la déformation de l'espace-temps imprimée par la position des masses. Et Aristote nous disait eh bien c'est les corps massifs sont de type Terre et cherchent à rejoindre leur lieu naturel qui est le centre de la Terre. Et quand on les lâche, leur mouvement naturel est de tomber vers le lieu qu'ils veulent rejoindre et le sol les en empêche. Mais s'il n'y avait pas de sol, ils iraient jusqu'au centre de la Terre. C'est leur inclinaison naturelle. Donc c'est une sorte de propriété intrinsèque aux objets de type Terre.
Les objets de type feu, en l'occurrence, ne tombent pas vers le sol, ils vont plutôt vers le lieu naturel, qui est évidemment le soleil, et donc ils montent. D'accord ? Donc, une explication qui paraît sensée. On voit bien que les choses chaudes ont tendance à monter, les choses massives, inertes, ont tendance à descendre. Et voilà une explication qui a l'air de rendre compte des apparences. Donc on peut dire on est en phase de 3 explications, laquelle on choisit. Eh bien, faute de mieux, les 3, mon capitaine. Mais on ne peut pas se contenter de ça. On aimerait bien en avoir qu'une. On se dit, elle ne peut pas être toutes les 3 vraies en même temps, enfin en tout cas pertinentes en même temps. Et donc ça, on va à la fois regarder si ces explications ont une pertinence pour rendre compte des apparences du réel, mais aussi si elles font des prédictions sur ce réel, si elles sont capables de fournir l'idée de phénomènes non encore observés, mais qu'en allant observer, par expérience ou par observation, en allant chercher ce phénomène dans les phénomènes naturels, ou alors en le provoquant, en faisant une expérience, si on arrive à tomber sur ce qui a été dit. Alors, si on arrive à tomber sur ce qui a été prévu, alors là, respect, on dit, ça, ton idée, elle est impec. Tu as dit quelque chose qu'on n'avait jamais observé, tu as, à partir de ton corpus d'hypothèses, tu as réussi à prédire un phénomène qu'on n'avait encore jamais vu, et on l'a vu exactement comme tu l'as dit, respect, tu n'as pas faux. On pourra dire aussi, c'est pas mal, tu as raison, mais pour l'instant, on ne devrait dire que tu n'as pas faux. Et puis, si ce que tu prédis ne se vérifie pas, alors là, on dit, t'as faux, c'est évident. Ta chose ne fonctionne pas. Et là, ça fonctionne sur le mode du raisonnement logique qu'on appelle la contraposition. On dira, si mon hypothèse est vraie, alors je dois observer ça. Si mon hypothèse est vraie, je dois observer ça. J'observe ça. Tu ne peux pas remonter dans l'autre sens. Tu ne peux pas dire, alors mon hypothèse est vraie. Tu peux juste dire, bien joué. Mais si ça n'est pas vrai, alors tu peux dire que l'hypothèse est fausse. Parce que quand tu dis « s'il pleut, la route est mouillée », que tu constates que la route est mouillée, est-ce qu'il a plu ? Non, la route, elle peut être mouillée pour plein de raisons. Mais si tu constates que la route n'est pas mouillée, tu es sûr qu'il n'a pas plu. Donc, s'il pleut, la route est mouillée, première chose, si tu penses que ça, c'est une chose qui est vraie, de toute éternité, la contraposer, c'est-à-dire s'il pleut, la route est mouillée. Si la route n'est pas mouillée, il n'a pas plu. C'est ça la contraposer. Et donc c'est en fonctionnant comme ça. Toi, tu me dis, avec mon corpus d'hypothèse, il doit se passer ça. Je n'observe pas ça, donc ton corpus d'hypothèse a un problème. Et c'est comme ça que fonctionne la science, c'est en éliminant les hypothèses, en éliminant les propositions qui doivent être prédictives du coup. C'est-à-dire, il faut pouvoir faire une prédiction sur le monde, et si cette prédiction est vérifiée, on dit c'est bien, on garde, et on verra plus tard. Et si cette prédiction n'est pas vérifiée, alors on jette, on modifie, on transforme. On peut jeter froidement, on dit c'est faux, ça marche pas, ça nous intéresse pas, ou on modifie. Et du coup, ça a des conséquences. Je vois que tu vas me dire un truc là, mais je finis avant au risque de te faire perdre ton fil, pour pas perdre le mien. Je t'en prie. J'insiste dans ce sens-là, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on appelle les sciences, ce qu'on enseigne à l'université, ce qu'on enseigne en terminale, ce qu'on enseigne au collège, ce qu'on enseigne partout, ce qu'on appelle les sciences, c'est l'ensemble des choses qui ont été testées, retestées, confrontées au réel tellement de fois, de très nombreuses fois plutôt, et qu'elles n'ont jamais été prises en défaut. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront jamais prises en défaut dans le futur, on n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, à l'heure où on parle, c'est que l'ensemble de ces choses n'ont jamais été prises en défaut, et que cela leur donne, et à chaque fois qu'elles ont été testées, elles ont eu des prédictions sur le monde, elles n'ont jamais été prises en défaut, et donc ces choses-là, on les garde, parce qu'elles ont toujours marché. Et qu'il y a des choses qui n'ont pas toujours marché. Et que des choses qui n'ont pas toujours marché, ça veut dire qu'à un moment donné, elles ont été prises en défaut par une expérience ou par une observation, et c'est jamais aussi simple qu'une expérience cruciale. C'est beaucoup plus compliqué. L'évolution des théories scientifiques, c'est beaucoup plus. J'en donne une version un peu, un peu à l'âge, un peu, pas caricaturale, mais un peu simple. Mais c'est pour montrer comment ça fonctionne. Ça fonctionne toujours comme ça. Il y a des idées, on les confronte au réel pour voir déjà si elles sont pertinentes pour rendre compte des apparences. Elles doivent faire des prédictions. Si ça marche bien, on les garde. Et on les garde tant que ça marche bien. Quand ça marche pas, on les transforme ou on les jette, on les remplace par d'autres. Et donc c'est ça qui est important de comprendre. Donc la notion de vérité scientifique, c'est-à-dire de quelque chose qui est fonctionnel, qui est pertinent, c'est une notion qui est temporaire. Ça peut être un temporaire très long. Aristote, ça a duré 20 siècles. 20 siècles. Les idées de Newton, sans être montrées fausses sur la gravité,
ont été montrées moins générales qu'on les pensait. Elles ont été englobées dans une théorie plus large et plus générale qu'est la gravitation d'Einstein, qu'on appelle la relativité générale. Et donc, la théorie d'Aristote, les idées d'Aristote ont totalement disparu de la scène. Les idées de Newton n'ont pas disparu. On envoie des fusées avec Newton, ça marche très bien. Mais si on veut faire plus subtil, comprendre ce qui se passe, voyager dans un trou noir ou dans certaines situations où on veut avoir des mesures extraordinairement précises, des mesures de gravitation extraordinairement précises, on doit tenir compte de raffinements qui ne sont pas dans la théorie de Newton. Donc, sans être fausse, elle a vu son champ imaginé à l'époque de Newton comme universel se restreindre à un sous-ensemble de phénomènes plus petits où elle reste pertinente, mais elle ne l'est plus dans d'autres gammes de phénomènes. Et elle est incluse dans une théorie plus large. Donc, les théories ne sont pas toujours éliminées. Elles peuvent être modifiées ou incluses dans des théories plus larges. Et donc, voilà le point vraiment, à mon sens, essentiel, c'est que donc, finalement, la science ne dit pas le vrai, parce que son vrai, entre guillemets, son corpus de connaissances établi est temporaire, d'une certaine façon, et intrinsèquement temporaire. Mais la science donne quand même des certitudes. Les choses qui sont fausses sont avec certitude, parce que ces choses ont été montrées fausses parce qu'elles étaient en inadéquation avec un phénomène expérimental ou des phénomènes expérimentaux d'observation. Et donc, les seules choses certaines que disent les sciences, ce sont les choses fausses. Pour le reste, c'est dans la gamme ça fonctionne bien, où on travaille dessus. Donc c'est la gamme où c'est la science en train de se construire, l'interaction entre le cœur qui a l'air de fonctionner et puis les choses nouvelles qui sont en train de s'élaborer dans les laboratoires de recherche. Dans la gamme de ce qui fonctionne bien, justement, loin de moi la volonté de te couper, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, je ne vais pas dire le plus simplement possible, mais le plus compréhensible possible pour nous autres humains, ce que c'est que la théorie de la relativité, justement? Alors, donc, cette théorie de la relativité, d'abord, elle est due à Einstein. La première théorie de la relativité, qu'on appelle relativité restreinte, a été publiée en 1905. Ils ont sa seconde, qu'on appelle relativité générale, 1915. La première, c'est une théorie qui va concerner les questions d'espace et de temps, du cadre dans lequel se joue la physique, l'espace et le temps, la scène, si j'ose dire, dans laquelle se joue la physique. Et la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, et qui a englobé même celle de Newton. Alors, pour la relativité restreinte, pour Einstein, dans son esprit, elle est née d'une asymétrie d'explication dans des phénomènes électromagnétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas noyer la chose, mais elle est née d'un problème. Il y avait deux choses qui, pour lui, auraient dû être parfaitement symétriques, des problèmes en électromagnétisme, et qui pourtant donnaient lieu à deux explications différentes. Une qui concernait le champ électrique, une qui concernait le champ magnétique, c'est des phénomènes liés à l'induction. Bon, rentrons pas dans les détails. Ça lui a posé des problèmes, et il s'est dit, là, il faut changer la façon dont on construit, dont on comprend l'électromagnétisme, finalement. Et c'est là où il a écrit cet article fondateur qui s'appelle « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement ». Donc, c'était un problème explicitement de charge en mouvement dans un champ électrique et dans un champ magnétique. Alors, pour construire ces nouvelles idées, il a fait un certain nombre d'hypothèses, deux hypothèses essentiellement, dont l'une était superflue. On l'a compris plus tard, mais en son temps, elle lui a paru nécessaire. La première, c'est d'abord, il a élargi le principe de Galilée, la relativité galiléenne. Galilée s'est intéressé au problème du mouvement et du mouvement relatif et a dit qu'il n'y avait que de mouvements relatifs. On ne peut pas dire, ce que disait Galilée, le mouvement est comme rien. C'est-à-dire que là, on est dans cette pièce, on est dans une pièce fermée, on ne voit pas l'extérieur, on n'a aucun moyen de juger si on est au repos par rapport à Ivry, puisque nous sommes à Ivry, ou si on est dans une pièce qui se déplace à vitesse constante par rapport à Ivry. Par des mesures internes à cette pièce, on ne peut pas différencier ces deux états, être au repos par rapport à un lieu, la mairie d'Ivry, ou le théâtre des quartiers à Ivry, parce qu'on est au théâtre des quartiers, et en mouvement à vitesse constante rectiligne par rapport au théâtre des quartiers. On ne peut pas, par des mesures internes, différencier ça. Donc ça, c'est Galilée qui arrive à cette conclusion par une expérience de pensée qu'il décrit dans ses livres, dans ses discours, et où il y a une très belle expérience de pensée où il s'imagine sur un bateau en ligne droite, qui avance en ligne droite sur une mer parfaitement
non agité, parfaitement étale avec du vent, donc c'est un peu incompatible. Enfin, le bateau avance grâce au vent, il n'y a pas de vague, donc le bateau avance bien tranquillement à vitesse constante. Et puis, il s'imagine en train de jeter une balle, une mouche qui vole, un poisson dans son bocal. Il dit, ça ne doit absolument pas changer leur mouvement. Ils doivent pas ressentir ce mouvement du bateau. Donc, pour Galilée, le mouvement est comme rien. Et donc, ce qu'on a appelé ensuite relativité galiléenne, c'est l'idée que les lois de la physique, traduites en termes modernes, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels qui sont en translation rectiligne uniforme, à vitesse constante, donc, les uns par rapport aux autres. On ne peut pas différencier l'état de repos de l'état de mouvement. Il n'y a que vitesse relative à quelque chose d'autre. Ça, c'était vrai pour la mécanique. Et la première chose qu'a fait la mécanique était la physique à l'époque de Newton, à l'époque de Galilée, et puis à l'époque de Newton, c'était essentiellement ça. L'électromagnétisme s'est construit beaucoup plus tard, dans les années 1800, au milieu du 19e, 1850, quelque chose comme ça. Einstein, première chose qu'il fait, il élargit la relativité galiléenne à toute la physique connue en son temps, qui inclut l'électromagnétisme, la compréhension par Maxwell que la lumière est une onde électromagnétique, on comprend la nature du champ électrique, du champ magnétique, etc. Donc, et on a unifié le champ électrique, les phénomènes de nature électrique, les phénomènes de nature magnétique qui étaient séparés dans un premier temps, c'était deux choses qui n'avaient rien à voir. On comprend qu'en fait, c'est deux faces d'une même pièce et qu'on peut faire de l'électricité avec du magnétisme ou du magnétisme avec des courants électriques. Dans cette expérience-là, c'est la fameuse expérience du courant qui traverse un fil. On approche une boussole qui est sensible au fil, magnétiquement sensible au fil quand il est traversé par un courant et qu'il ne l'est plus si on arrête le courant, si on coupe le courant dans le fil. Donc, Einstein commence par élargir ce principe de relativité de Galilée à l'ensemble de la physique connue, incluant à son époque, et incluant donc l'électromagnétisme. Pas de physique quantique encore, les toutes premières lueurs de ce qui deviendra plus tard la physique quantique. Il fait ça. Première étape. Deuxième étape, il fait l'hypothèse qu'il existe une vitesse indépassable et que c'est la vitesse de la lumière qui est cette vitesse indépassable. C'est une hypothèse qui est superflue. On peut reconstruire tout ce qu'a fait Einstein sans faire cette hypothèse, uniquement avec deux ingrédients. Un, son principe de relativité, l'extension du principe de relativité galiléenne à toute la physique, à tous les phénomènes physiques. Le mouvement est comme rien, c'est-à-dire que quel que soit le type d'expérience mécanique ou électromagnétique que je fais dans une pièce fermée où je ne vois pas l'extérieur, je ne peux pas savoir si cette pièce mettre en évidence un mouvement de cette pièce à vitesse constante rectiligne. Et deuxième chose, on pourrait rajouter de façon moderne un certain nombre de propriétés très fondamentales qu'on peut attribuer à l'espace et au temps. Le fait que l'espace est homogène, ici ou là, c'est pareil, il n'y a pas de particularité à être ici ou là, que l'espace est isotrope, il n'y a pas de direction particulière par-ci ou par-là, et pareil que le temps est homogène, il n'y a pas d'instant particulier dans le cours du temps. Et enfin, le principe de causalité. Donc en rajoutant homogénéité de l'espace et du temps, isotropie de l'espace et principe de causalité, quel que soit l'observateur, si un phénomène est la cause d'un autre, il sera la cause de ce fait. L'un sera la cause de l'autre pour tous les observateurs, quel que soit leur état de mouvement. On ne pourra pas renverser la cause et l'effet. On préserve le principe de causalité. Donc ça, ce serait une démonstration plus moderne de ce qu'a dit Einstein. Il n'y a donc pas besoin de faire référence, j'insiste sur ça, car il n'y a pas besoin de faire référence explicitement, comme l'a fait Einstein, à l'électromagnétisme. Et quand on fait ça, on aboutit à une conclusion qui est incontournable. Quand on passe d'un référentiel, quand on veut un observateur dans un certain référentiel en mouvement, et puis un autre dans un référentiel en mouvement, ils sont en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre. En fait, ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Ils ne sont pas en mouvement absolu, ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Ils observent des choses, ils vont conclure, faire des mesures chacun, et ils vont comparer leurs mesures, et ils vont voir des choses éventuellement différentes. Mais ils peuvent rendre la valeur qu'ils ont mesurée cohérente entre elles en comprenant la façon dont on passe d'un référentiel à l'autre. Les lois de la physique qu'ils expérimentent sont les mêmes dans leurs deux référentiels, mais on peut transformer les résultats de l'un en les résultats de l'autre avec un seul ingrédient, la vitesse relative de l'un par rapport à l'autre. Et on aboutit à des choses tout à fait spectaculaires, du genre le fait que deux phénomènes soient simultanés est propre à l'observateur qui le constate. C'est-à-dire, je vois deux choses simultanées, par exemple, mes deux doigts tapent simultanément sur la table, tu as dû le sentir simultanément, mais il y a des observateurs, pas dans cette pièce, qui sont fixes par rapport à nous, mais quelqu'un qui se déplace par rapport à nous, et singulièrement s'il se déplace à des vitesses élevées par rapport à nous, des
proche de celle de la lumière pour que l'effet soit manifeste, les deux événements que moi je vois simultanés, il ne les verra pas simultanés. Ça pose des questions tout de suite philosophiques. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le présent? Le présent, c'est l'ensemble des événements simultanés à un événement donné. Cet événement donné, l'ensemble des événements simultanés à cet événement donné s'appelle le présent de cet événement. Donc le présent de l'événement mon doigt touche la table, c'est l'ensemble de tous les événements qui ont été simultanés à celui-là. Mais comme la simultanéité est quelque chose qui dépend de l'état de mouvement de l'observateur, il n'y a pas de présent universel. Déjà, les bras te tombent, tu dis, ça commence bien ton truc. Alors évidemment, les effets, en l'occurrence, sont d'autant plus évidents à constater, en tout cas à nos sens, que les vitesses relatives seraient importantes. Aux vitesses habituelles, alors quand on est fixe l'un par rapport à l'autre, il n'y a aucun problème. Mais même se déplacer un peu, même en avion très rapide, les vitesses sont suffisamment si faibles par rapport à celles de la lumière que les effets en question sont très petits et imperceptibles. Et c'est pour cela que nous avons pu construire l'idée de présent, l'idée de temps absolu qui fait foi dans la théorie de Newton, et chez Galilée et chez tout le monde, même s'il ne l'exprime pas explicitement, c'est Newton vraiment qui pose le temps comme une entité, comme un paramètre important dans ses équations. Eh bien, l'idée qu'il y a un temps absolu, donc c'est faux. Déjà, ça commence mal. Alors après, oui, mais alors si il y a deux événements simultanés pour une classe d'observateurs, ne le sont pas pour d'autres. Alors du coup, il y a aussi les durées. C'est-à-dire s'il y a deux événements qui ont une durée qui sont séparés par... Moi, je mesure 3 secondes entre cet événement-ci, 2, 3, et celui-là. Quelqu'un, un observateur qui se déplace à très grande vitesse par rapport à moi, va mesurer une durée différente. Et cela en aboutit au fameux, entre guillemets, paradoxe, parce que ça n'en est pas un, des jumeaux. L'idée que deux jumeaux, donc deux personnes réputées identiques, et au même âge en particulier, l'un reste sur Terre et l'autre fait un voyage dans l'espace et revient sur Terre, et ils se comparent à l'arrivée. Ils ont fait un voyage, pas un petit voyage, un long voyage et à très grande vitesse pour que l'effet soit massif, en tout cas à nos sens. Une vitesse qui est, je sais pas, la vitesse du Venture Star par exemple. Hein, ils font à la vitesse de 2 tonnes de la lumière, ils font l'aller, ils font le retour et cet effet sera mesurable par les sens humains. Eh bien, la durée du voyage mesurée par le jumeau qui reste sur Terre, c'est la durée de l'événement départ et qui sépare, la durée qui sépare l'événement départ de l'événement arrivé. Cette durée mesurée par le jumeau qui reste sur Terre n'est pas la même que celui qui est mesuré par le jumeau qui voyage. Ça a été mesuré en pratique. On a mis des avions qui tournent dans un sens autour de la Terre, autour de l'autre. On a trouvé des écarts très petits. Les écarts se chiffrent en quelques centaines de milliardièmes de secondes pour un tour de la Terre complet. Donc des écarts très petits aux vitesses habituelles que l'on sait mesurer grâce aux horloges atomiques et qui sont là. Donc l'idée que la durée qui sépare deux événements dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Alors ça, c'est des... Interstellar joue à plein là-dessus. Alors Interstellar, il joue aussi sur l'idée que dans Interstellar, le père devient plus jeune que sa fille, c'est-à-dire physiquement plus jeune que sa fille. C'est-à-dire il est moins âgé, il a moins d'années. Il a moins d'années au compteur que sa fille. Alors ça, on se dit, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est parce qu'il a fait un voyage à très grande vitesse, d'abord, dans la galaxie. En plus, il a été fricoté près d'un trou noir. Ça n'aide pas et ça va dans l'autre sens. C'est la partie, disons, gravitationnelle de la théorie d'Einstein. Mais la partie relativité restreinte, qui s'intéresse plutôt à la cinématique, au mouvement, eh bien, et aux relations qu'il y a entre l'espace et le temps, elle dit que finalement, ces relations-là, elles sont pas strictement séparées, comme on pouvait l'imaginer chez Newton. Et il y a un temps absolu qui s'impose à tous. Non, les durées dépendent, la mesure de durée dépend de l'état de mouvement de l'observateur, comme les mesures de distance d'ailleurs, et c'est pour ça qu'Einstein, enfin pas lui, Minkowski, mais fusionne espace et temps en une seule entité qui s'appelle espace-temps. Et c'est dans cette structure que doivent maintenant se jouer les phénomènes physiques. Et donc l'idée, tu vois, elle est venue un questionnement pour Einstein qui venait d'un problème d'interprétation de deux expériences en apparence différentes dans l'électromagnétisme, mais qui, selon Einstein, aurait dû s'interpréter exactement de la même façon. Et ce problème d'asymétrie, elle venait du fait qu'on ne gérait pas l'espace et le temps, finalement, dans le fond du fond, de la même façon. Et après, il a fait jouer un rôle à l'électromagnétisme important, en disant la vitesse de la lumière est une vitesse indépassable, mais on peut reconstruire la relativité restreinte sans cette hypothèse d'Einstein, cette seconde hypothèse d'Einstein, avec des hypothèses, disons, beaucoup plus générales, et on aboutit à l'idée qu'il existe une vitesse indépassable, que cette vitesse indépassable, c'est la même pour tous les observateurs. La vitesse de la lumière, elle est la même pour tous les observateurs. Ça veut dire que si je mesure la vitesse de cette
de ce spot qui m'éclaire, la vitesse de la lumière qui vient de ce spot, je vais trouver 300 000 km par seconde. Si maintenant je me déplace à très grande vitesse par rapport à ce spot, ou ce spot par rapport à moi, si on a une vitesse relative, et que je remesure la vitesse de la lumière qui me vient de ce spot, je vais trouver encore 300 000 km par seconde. Alors que ça, c'est tout à fait inhabituel. Si j'ai une voiture qui va dans ce sens-là à 100 km par heure, et puis une autre qui va dans ce sens-là à 100 km par heure, elle, quand elle voit cette voiture, elle la voit avancer dans son référentiel, elle, à 200 km par heure, 100 plus 100. Et bien pour la lumière, c'est non. C'est pas, je vois la lumière qui m'arrive à 300 000 km par seconde, et je vais vers la source de lumière à 200 000 km par seconde, je ne vois pas la lumière à 500 000 km par seconde. Je la vois encore à 300 000 km par seconde. Et donc, c'est ces choses très contre-intuitives qui ont rendu la théorie de la relativité restreinte un peu, d'abord, difficile à admettre, parce qu'elle était intellectuellement très contre-intuitive, mais elle a fini par prévaloir parce que les conséquences qu'elle citait, les conséquences pratiques, ont été observées, mesurées, et ont été cohérentes, les valeurs mesurées, cohérentes avec ce que disait la théorie. Donc là, il faut bien se rendre à l'évidence. On peut être en se disant, ton truc, Einstein, j'y crois pas, ça me plaît pas, et ça peut être plein de raisons, disons, humaines, philosophiques, théologiques, personnelles, enfin, ce que tu veux. Ça me plaît pas, ta théorie me plaît pas, mais des gens font les expériences, cette théorie prédit des choses, on va vérifier si elle les prédit, c'est exactement ce qu'elle a dit, et en plus, c'est non seulement ce qu'elle a dit, et c'est exactement la valeur qu'elle a dite, c'est embêtant, ça veut dire que ça marche. Et donc, du coup, la charge de la preuve, c'est toi, tu as quoi comme théorie alternative pour rendre compte de ce phénomène nouveau? Parce que du coup, il y a ce phénomène nouveau qu'on n'avait jamais vu avant et qui a été, donc on a finalement provoqué, entre guillemets, qu'on a été chercher pour essayer d'invalider la théorie. Et on ne l'a pas invalidée. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste, ça veut dire qu'elle n'est pas fausse. Mais maintenant, toi, là, qui était contre, tu as quelque chose à donner pour expliquer ça? Alors, vas-y, on y va, on discute. Et c'est là où on voit aussi deux choses. Ce quelque chose et toi, tu as quelque chose, c'est extrêmement important. Ça montre que la science, comment elle procède, je disais par essai-erreur, on va dire, mais c'est aussi un travail collectif. Et je pense que c'est peut-être ça qui est le plus important. C'est qu'il est absolument nécessaire que quand quelqu'un a des prétentions à expliquer tel ou tel phénomène avec sa théorie, on devrait dire avec ses hypothèses, avec son cadre mental, d'autres doivent aller vérifier, enfin d'autres vont, typiquement des gens qui sont plus dans l'expérience, qui maîtrisent les niveaux expérimentaux, éventuellement la personne qui fait la proposition, doivent aller vérifier ses prédictions. Et on discute. Oui, mais tu as mal fait ton expérience, tu dis que j'ai tort, mais tu as mal travaillé. Oui, non. Et, bon, évidemment, des fois, ça se fait entre humains, donc des fois, ça savate un peu, évidemment. Des fois, il y a la mauvaise foi, il y a tout ce qu'on veut, c'est fait par des humains. Mais si on colle à la méthode, on finit par aboutir à une cohérence entre les hypothèses sélectionnées et le réel dont elles sont censées rendre compte. Ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, et il y a des détours, et c'est fait par des humains, donc tout ça, il y a une part de sociologie, si je veux dire, une part de politique, c'est des humains qui font le business, mais à la fin, si on colle à la méthode et qu'on est collectif, ça c'est très important, c'est pas tout seul dans son coin, le gars il a l'idée. Einstein il a eu l'idée un peu tout seul dans son coin, mais si elle était fausse, c'était balayé. Il a eu raison, mais il n'a pas eu raison tout seul. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont été vérifier cette théorie, parce qu'il y a des gens qui ont frappé cette théorie pour la tester, la retester et vérifier si elle était cohérente avec le réel. Et donc, c'est aussi comme ça que ça marche. Donc, il ne peut pas avoir raison parce que le génie du monde apparaît. Il est obligé, c'est obligatoire d'avoir ce travail collectif et accumulatif. Ça, c'est aussi deux points qui sont, je pense, liés et importants. Accumulatif, en sens que quand quelque chose est montré faux, c'est fini, on oublie, on passe à autre chose. Ça rentre dans le domaine de l'histoire des sciences. Ça peut avoir un intérêt épistémologique, un intérêt pour l'histoire des sciences, etc. Mais pour la physique en train de se faire, ça ne nous intéresse plus. C'est faux. C'est contradictoire avec le réel, c'est faux. On oublie. Et on passe aux trucs qui sont pas faux. Ou à tester les choses dont on ne sait rien. Parce qu'il y a des théories, des hypothèses dont on ne sait rien. Parce qu'on n'a pas encore pu les confronter au réel. Je prends par exemple l'énergie noire en astrophysique, la question de l'énergie noire. Voilà une hypothèse, avec, je ne sais pas combien, 5, 10 modèles derrière. On n'a toujours pas été capable, parce que c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'énergie noire, qu'est-ce que c'est? Voilà une question non triviale aussi. On a constaté au début on va dire pas au début, dans les années 1930, en étudiant les galaxies les plus lointaines, enfin celles qui étaient accessibles au télescope de l'époque, et puis après de plus en plus lointaines, on a constaté que les galaxies semblaient toutes s'éloigner de la nôtre.
Alors, on peut se dire, on est au centre d'une expansion généralisée. Nous, humains, la galaxie des humains, le système solaire dans la galaxie des humains est au centre de l'univers qui s'étend autour de nous. Bon, on avait déjà été rincé par Copernic, par Freud, enfin tous ces gens-là. Donc non, on a préféré faire l'hypothèse que c'était la trace c'est une expansion où tous les points de l'univers s'étendent les uns par rapport aux autres, s'éloignent les uns par rapport aux autres. On a préféré interpréter ça comme la trace d'une expansion universelle de l'univers. C'est Edwin Hubble qui a fait ses premières mesures, et d'autres, mais en particulier lui. Et c'était le modèle mathématique qui était derrière. C'est l'abbé Georges Lemaître qui a fait ça, un abbé belge, et Alexandre Friedman, un russe, qui ont fait ça indépendamment, puis c'est les mêmes modèles. Donc l'univers n'était pas statique, l'univers avait une dynamique, et la dynamique, il était en expansion. Ça, c'est la grande découverte qui ont fondé ce qu'on appelle les modèles à Big Bang. Il y a eu tout un tas d'autres choses, mais en 1995, on a pu montrer, des astrophysiciens ont pu montrer, et 2 équipes indépendantes, c'est important, c'est la reproductibilité aussi, que 2 personnes indépendantes, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille, entre guillemets, ont montré que cette expansion semblait accélérée. C'est-à-dire qu'elle est plus rapide maintenant que dans le passé de l'univers. Ça, d'ailleurs, cette découverte a valu le prix Nobel de physique aux découvreurs. Alors l'année, je l'ai oublié, mais dans les années 2000, quelque chose. Bien, donc on a une expansion accélérée. On se dit, oui, oui, mais dans l'univers, il y a de la matière. La matière, c'est la gravité, ça a de la gravité. Si on pense en termes de force, qui est un peu, disons, pas la bonne idée, mais enfin, imaginons ça en termes de force, on a l'impression que la matière, elle a tendance à ralentir l'expansion de l'univers. La gravité, qui est une force attractive, aurait tendance à ralentir l'expansion. Et on voit exactement l'inverse, quoi. C'est embêtant. C'est embêtant. Alors, comme on voit exactement l'inverse, il faut trouver quelque chose qui motive une accélération de l'expansion en dépit de la gravité propre de la matière qui constitue l'univers observable. Et cette source, elle est nommée énergie noire. Mais c'est quoi? C'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Il y a un panel de possibilités. On la nomme énergie noire. C'est le moteur de l'accélération de l'expansion de l'univers. Mais en dehors du nom, on sait des choses, mais pas grand-chose. Et on sait surtout beaucoup de choses sur lesquelles il faut statuer. On a plein de modèles, plein de possibilités. Et ce sont les observations qui trancheront. À la fin, les observations qui trancheront. Donc il faut ensuite, tous ces modèles-là, ça fait vivre l'activité intellectuelle d'astrophysique autour de grandes questions, mettons, de cosmologie, puisque cette question relève de la cosmologie. Donc ça agite du monde, ça fait travailler des gens intellectuellement, mais ça fait travailler aussi des gens qui se disent « Oui, mais attendez, ça c'est bien gentil, mais il faut mesurer ». Alors du coup, et c'est parti, on va essayer de faire qui un satellite, qui un télescope, qui une instrumentation particulière pour essayer d'avoir prise quantitativement par l'observation. L'observation seulement en astrophysique, malheureusement. Peu d'expérience, malheureusement, en astrophysique. On ne peut pas se rendre au centre des étoiles. On ne peut pas aller sur les galaxies lointaines. On ne peut pas balader dans l'univers comme on voudrait. Donc on est réduit à l'observation. Donc quelles observations mener pour essayer d'avoir un peu mieux prise sur cette énergie noire, c'est-à-dire essayer d'éliminer des modèles et d'en conserver d'autres. Donc de procéder par élimination. Et il y a des modèles qui prédisent des choses que l'on ne verra pas, ceux-là seront éliminés. Des modèles qui prédisent des choses qui n'étaient pas violemment contradictoires, sans être parfaites avec ce qu'on observait, donc ceux-là, on les garde. Et puis on espère que par amélioration successive, on finira par trancher la question. Donc voilà une situation ouverte, où pour l'instant, on ne sait pas faire autre chose que la recherche fondamentale, c'est-à-dire bosser pour essayer de répondre à la question qui est derrière le mystère, enfin derrière l'observation. Je vais aborder, je crois que ce sont tes travaux les plus récents, c'est la question de pourquoi le soleil brille, puisque tu as parlé de lumière tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, je ne dirais pas que ce sont mes travaux, parce que je suis pas. C'est mon livre le plus récent sur pourquoi le soleil brille. Moi, j'ai pas vraiment travaillé sur les questions d'origine de la lumière des étoiles. C'est un problème absolument fascinant. Pourquoi les étoiles brillent, pourquoi les étoiles sont brillantes, évidemment, et qui a intéressé les physiciens depuis très longtemps. On va sauter à grands pas au-dessus de l'Antiquité, parce qu'il y avait des tas de choses qu'on a pu imaginer dans l'Antiquité, mais qui n'étaient pas de nature physique au sens de la physique telle qu'on la comprend maintenant, et qui étaient très descriptives et pas très éduquées au sens, encore une fois, de la physique qu'on la comprend maintenant, évidemment. C'était difficile de parler d'un astre sur lequel on ne fait que le voir de loin. Ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Exactement, c'est pas une critique, on fait au mieux avec ce qu'on a. Bon. Alors, on a pu commencer à avoir... avant de se poser la question de pourquoi le soleil brille, il faut se demander d'abord de combien il brille.
C'est déjà un premier point. Quelle quantité d'énergie lumineuse, parce que la lumière est une forme d'énergie, on dit du soleil, on reçoit de la chaleur. Non, on ne reçoit pas de la chaleur du soleil. Du soleil, on reçoit de la lumière. Cette lumière frappe la Terre, elle est absorbée par nos corps, par le sol. Il y a des tas de processus qui se passent. Il y a les plantes qui en absorbent évidemment une partie et qui font de la photosynthèse. Et cette lumière qui absorbe, pour partie, elle va chauffer la Terre. Le fait que la Terre ait cette température moyenne, elle est le résultat de deux choses. Un, la Terre telle qu'elle est, avec son atmosphère, sa structure, etc. Et deux, combien d'énergie elle reçoit du soleil. La même Terre plus loin du soleil sera plus froide, assez logiquement. La même Terre plus proche sera plus chaude. Ça a l'air évident de dire, mais bon, ça va mieux en le disant. Et à la Terre au même endroit, mais différente, elle sera différente. La même Terre avec plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il y a plus d'effet de serre, elle sera plus chaude. C'est la même Terre, enfin, c'est pas la même Terre au même endroit. Ça, c'est les humains qui ont mis du CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà, c'est l'idée que c'est pas simplement la Terre ou simplement le soleil, c'est les deux à la fois. Donc là, la question étant de comprendre comment fonctionne le soleil, il s'agit de savoir combien le soleil rayonne. Et donc ces mesures, on a pu commencer à les faire, disons, au 19e siècle, et se rendre compte que la luminosité du soleil, c'est-à-dire les watts, la puissance du soleil, les watts rayonnés par le soleil, c'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est, en chiffre rond, c'est 4 puissance 26 watts. Ça fait à peu près 0,4 milliards de milliards de milliards de watts. Beaucoup. Beaucoup. D'accord ? L'humanité, je disais, l'humanité, c'est 17 térawatts. Donc le Soleil, c'est... alors on va essayer de le faire en vite fait, puisque 10 puissance 26, c'est le Soleil, on va dire en chiffre rond, en puissance de 10 rondes. Les humains, c'est 10 puissance 13. Donc le Soleil, c'est 10 puissance 13 fois les humains. 10 puissance 13, ça veut dire 10 000 milliards. La puissance du Soleil, c'est en chiffre rond, 10 000 milliards de fois la puissance de l'humanité. Bon, vous voyez, on est des que dalle. Bon. Donc le Soleil, c'est beaucoup, et après on se dit, le Soleil, c'est beaucoup, mais alors d'où ça vient tout ça ? D'où ça vient cette lumière ? Comment elle est fabriquée ? Et surtout, d'où vient l'énergie ? Parce que moi, je sais bien, si je prends un objet, on avait déjà fait ça pour estimer l'âge de la Terre, prendre un boulet de canon, tu le chauffes à rouge, dans un feu, après tu le poses, puis tu regardes combien de temps il met pour refroidir. Et puis après, tu essaies de réfléchir comme physicien. Tu vois, c'est des méthodes qui ont l'air très fusques, mais c'est des premiers moyens d'estimer l'âge de la Terre comme un corps qui s'est formé chaud, qui s'est refroidi avec le temps. S'il est très chaud au départ, il mettra plus de temps pour se refroidir. S'il est plus gros, il mettra plus de temps pour se refroidir que s'il est plus petit. Donc ça va dépendre de sa taille, de sa température initiale, et tu discutes et tu essaies d'estimer l'âge de la Terre. Et tu fais des petits modèles avec des boulets de canon. Pour le Soleil, on peut dire, le Soleil, il était très chaud, et puis il se refroidit, et il est très brillant parce qu'il est encore très chaud, mais il se refroidit. Si tu dis ça, combien de temps va durer le Soleil ? Pas longtemps. Mais vraiment pas longtemps. Ça se chiffre en siècles. Et tu as des témoignages qu'il y a des siècles, il y a des gens qui avaient vu le Soleil, quand même. L'histoire existe. Bon, donc ça marche pas. Bon, alors le Soleil, c'est pas un truc qui se refroidit. Bon, alors ça peut être quelque chose qui brûle. Le Soleil, c'est du charbon qui brûle. Je dis ça un peu brutalement, ça a été comparé, non pas pour dire il y a du charbon dans le Soleil, mais pour dire si le Soleil c'était du charbon qui brûle, si la masse du Soleil était entièrement en charbon et que ça brûle, combien de temps ? 6000 ans. Bon, alors évidemment, si tu prends l'exégèse de la Bible qui a été fait par l'abbé Usher, qui a dit que la Terre a été fondée par Dieu le 12 octobre, moins 4000, enfin bref, que la Terre a 6000 ans, tu dis bon, ça passe. Mais il y a aussi les géophysiciens qui sont là, les premiers géologues, les premières personnes qui essaient d'estimer. On parlait de l'ancienneté de l'âge de la Terre. Un des plus illustres scientifiques qui s'est intéressé à cette question, c'est Darwin. L'âge de la Terre, les gens, ils voient des fossiles, ils voient des couches sédimentaires. Enfin, ils n'ont pas des moyens extrêmement puissants, mais ils arrivent à estimer quand même des durées. Et les durées qui sont très longues, c'est des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions d'années, l'ancienneté de la Terre, pour faire cette énorme couche sédimentaire. Alors les physiciens, ils réfléchissent aussi de leur côté. Eux, ils disent, ah oui, mais alors il pourrait y avoir d'autres solutions. Par exemple, c'est des météorites qui tombent sur le Soleil, c'est de la matière qui tombe sur le Soleil, et l'intensité de la collision chauffe le Soleil. Ça a été évacué, parce que c'était contradictoire avec d'autres observations. Ça peut être la contraction gravitationnelle du Soleil. Le fait que le Soleil, en perdant cette énergie, il se contracte sur lui-même et il convertit son énergie gravitationnelle en énergie lumineuse. Il y a un mécanisme qui convertit, c'est le mécanisme qui est la compression, qui convertit une perte d'énergie gravitationnelle en lumière. Combien de temps ça dure ? 30 millions d'années.
Ça, c'est fin du 19e siècle. Et puis, les géologues disent 30 millions, c'est pas beaucoup. Les astros disent, ouais, mais vos trucs, c'est faux. Enfin bref, baston. Controverse. Et donc, c'est là où on voit que c'est pas un long fleuve tranquille, la science. C'est fait aussi de controverses. C'est même aussi fait de fight, au sens où les gens s'engueulent devant l'Académie des sciences, où les gens s'insultent pour dire c'est n'importe quoi ton travail. Et les gens, parfois, c'est arrivé, se suicident parce que leurs travaux sont incompris. Et donc, il y a aussi des humains qui font des sciences. Bon, à la fin, c'est les géologues qui gagnent. Ils arrivent à dire non, les astros, votre truc à 30 millions, ça tient pas. Nous, on arrive à se convaincre que l'ancienneté de la Terre, ça c'est dans les années 1910, 1920, l'ancienneté de la Terre, c'est des centaines de millions d'années. On n'arrive pas à avoir un chiffre précis, mais c'est pas 30 millions d'années, ça c'est sûr. C'est plusieurs centaines de millions. Alors il faut trouver un nouveau mécanisme. Et donc, tu vois comment ça fonctionne, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai une proposition, ça a l'air de marcher, et puis, à un moment donné, on sait mieux. Et ton truc, il marche plus. Alors, tu jettes. Tu le gardes. Ton truc, c'était mon truc. J'ai beaucoup travaillé. C'est super important. C'est l'œuvre de ma vie. Donc, tu as envie de le garder. Donc, tu fights pour le garder. Mais à la fin, il faut lâcher l'affaire. Alors, des fois, l'affaire, elle se lâche par le fight des idées, mais aussi simplement par le décès des adversaires. Non pas qu'ils aient été assassinés, mais seulement les vieilles badernes finissent par disparaître et de jeunes badernes les remplacent. Tu vois, de jeunes futures vieilles badernes les remplacent. Donc ça marche aussi comme ça, par élimination, par des nouvelles générations qui remplacent les anciennes et qui peuvent travailler le terrain. On est toujours sur les épaules de géants, comme disait Einstein. Mais on est aussi les remplaçants des prédécesseurs et on sera remplacé par d'autres. Donc cette idée-là de lignée intellectuelle et de travail collectif à la fois à l'instant où on travaille, dans les équipes auxquelles on travaille, et d'insertion dans une généalogie intellectuelle, elle est très importante en science. Je pense qu'on ne peut pas faire de science si on n'essaie pas de s'inscrire un peu dans cette chose-là. Et donc, à la fin, on arrive à conclure, mais il a fallu attendre les années 1920 et qu'on commence à comprendre un peu des choses sur le noyau des atomes, avec d'abord Becquerel, et puis les Curie, évidemment, Marie Curie et son mari, et puis tout ce qui a été fait ensuite autour du noyau des atomes, sur l'énergie nucléaire, la désintégration radioactive et ensuite la fusion nucléaire. Bref, toute l'émergence de cette physique subatomique, atomique et subatomique, qu'on ait réussi à comprendre que les étoiles pouvaient puiser leur énergie. Non pas tellement puiser leur énergie, c'était pas la question, c'était l'ancienneté de l'énergie. C'était étoile, comment se fait-il que tu brilles depuis aussi longtemps avec une telle intensité? C'était pas tellement comment tu fais que tu brilles. Oh, tu brilles parce que t'es chaude. Un truc chaud brille. Donc, à la limite, le boulet de canon chaud, il brille. Donc l'étoile, elle brille parce qu'elle est chaude. Bon, pourquoi elle brille? Parce qu'elle est chaude. Non, la question dure, c'était, oui, mais pas depuis 6 000 ans, pas depuis 30 millions d'années, pas depuis 1 milliard d'années. Elle brille comme ça depuis 4,5 milliards d'années. Le Soleil brille comme ça depuis 4,5 milliards d'années. Donc la difficulté a été de rendre compte de l'ancienneté du rayonnement des étoiles. Et ça a été la physique nucléaire qui a montré que les étoiles puisent leur énergie, ou puisent l'énergie qui compense celle qu'elles perdent par leur surface, elles la compensent par l'énergie produite par des réactions thermonucléaires qui se déroulent au cœur de l'étoile. Et donc ça, c'était toute un long processus intellectuel qui a démarré, disons, scientifiquement, on va dire, au 19e siècle, quand on a commencé à pouvoir mesurer le rayonnement des étoiles, le rayonnement lumineux en général et des étoiles en particulier, quand on a commencé à inventer la thermodynamique, les rapports d'échange de chaleur, quand on a commencé à faire des modélisations. C'est aussi le Soleil, c'était un des premiers lieux de modélisation, parce qu'on ne peut pas se rendre sur le Soleil et le désosser. Il faut bien dire, comment je fais? Pour désosser, tu désosses ce que tu as sous la main, et ce que tu as sous la main, c'est un modèle mathématique. C'est une des premières fois qu'on a des modèles mathématiques qui essaient de rendre compte du Soleil à la fois dans deux aspects, son rayonnement et sa gravitation, donc sa thermodynamique et sa gravitation. Ça, c'est les années 1880, 1890. Et à peu près tous ces modèles qui ont été d'abord des modèles papier-crayon, et puis avec l'émergence des calculateurs après la Seconde Guerre mondiale, des modèles ordinateurs qui se calculent dans les ordinateurs. Et maintenant, évidemment, on a des compréhensions très fines par ces simulations de ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Et on a eu, parce que dire que c'est des réactions de fusion thermonucléaire au centre, c'est bien gentil, mais ça reste une hypothèse, comme les autres. Ça veut dire, ça marche. Ça marche et ça donne les bons ordres de grandeur. Tout ça fonctionne. Les ressources nucléaires du Soleil lui permettent de briller 10 milliards d'années. C'est son espérance de vie. On se dit, ça marche, c'est bon, on peut arrêter. Ah non, on n'arrête pas. On veut voir les réactions nucléaires. Mais comment on fait? On ne peut pas aller au centre du Soleil. Comment on fait? On s'est rendu compte qu'on pouvait observer ces réactions nucléaires au centre du Soleil par une de leurs conséquences, qui sont des particules qui se nomment neutrinos, qui sont produites pendant ces réactions. Et ces neutrinos sont des particules qui interagissent si peu avec la matière
qu'elle traverse le Soleil comme s'il était transparent. Elle traverse la Terre aussi, comme si elle était transparente. En fait, chaque seconde, si tu prends la surface d'un angle de pouce, 1 centimètre carré, chaque seconde, chaque centimètre carré est traversé par 65 milliards de neutrinos solaires. Chaque seconde, chaque centimètre carré, 65 milliards de neutrinos solaires. C'est un truc de fou. Il ne se passe rien, tu ne sens rien, eux non plus d'ailleurs, tout va très bien pour les neutrinos solaires. Ils interagissent, ces neutrinos, tellement peu avec la matière que le Soleil et la Terre leur sont transparents, essentiellement transparents. Mais on est capable de fabriquer des détecteurs sur Terre, qui ne sont pas la Terre, qui sont bien plus petits, dans lesquels quelques neutrinos nous font la grâce de s'arrêter. Ils interagissent avec la matière du détecteur et on arrive à détecter cette interaction. Quelques-uns s'arrêtent. J'ai dit 65 milliards par centimètre carré par seconde, le détecteur Borexino, qui est un détecteur qui est à Gran Sasso, en Italie, sous une montagne. Ce détecteur, chaque jour, qui est le plus sensible de tous les détecteurs à neutrinos qu'on ait sur Terre, il s'en arrête une grosse centaine chaque jour dans un machin qui pèse des centaines de tonnes, pour te dire que les neutrinos sont pas faciles à arrêter. Mais ça permet d'observer directement. Ces neutrinos qu'on observe, on peut les qualifier, d'où ils viennent. Ah, ils viennent bien du Soleil. Quelle énergie ils ont? Comment est distribuée cette énergie? Et on compare avec ce que les modèles du Soleil les plus sophistiqués nous disent de ce que l'on pense devoir se passer au cœur du Soleil. Et ça marche vraiment bien. Donc on a eu la confirmation que ces modèles ne sont pas idiots parce qu'ils ont eu des conséquences qu'on observait bien après l'élaboration de ces modèles, mais on a pu observer ces conséquences via les neutrinos solaires. Donc tout ça pour dire que c'est une aventure intellectuelle qui dure depuis disons 1820 jusqu'à maintenant, on va dire 200 ans, et qui a été jalonnée de tout un tas, et c'est assez... il y en aurait d'autres, hein, mais cet exemple-là est assez marquant, je trouve, sur les allers-retours entre hypothèses. Ça marche, on est content. Ça marche plus, ça marche plus, jusqu'à ce qu'on ait l'hypothèse qu'elle a de marcher au mieux, avec tous les éléments d'observation dont on dispose, et avec toute la physique dont on dispose. C'est toujours l'alliance entre ce que l'on sait de la physique, qui se construit des fois en laboratoire. Nous, en astrophysique, on est dépendant de la physique qui se construit en laboratoire, et ce qu'on observe. Et donc, c'est une sorte de cohérence maximum entre tous ces éléments-là. Et quand on a la meilleure cohérence entre tout ce qu'on a, ouais, on est content. Et on cherche le truc pas cohérent pour le coup suivant. Enfin, je veux dire, pour le progression, parce qu'il y a toujours des petites questions qui restent en suspens. J'allais dire le temps passe, mais c'est même pas vrai de dire ça, en fait. Je sais pas si on peut dire que le temps passe. Il est de tradition qu'on laisse le dernier mot à l'invité. C'était un plaisir de... Voilà, le dernier mot, j'ai l'impression d'avoir eu tous les mots, quasiment. Je suis en incapacité de dire quoi que ce soit ou de réfuter ce que tu racontes. Tout ça pour dire que merci de nous avoir laissé piocher dans les tiroirs de ton esprit. Le dernier mot est à toi. Ah, le dernier mot est à moi, ça c'est vraiment cruel comme... Il faut bien te mettre en difficulté sur un truc. Ah oui. Alors c'est toujours embêtant, c'est « fais nourrir ». Alors qu'est-ce que je pourrais dire qui me touche? Ouais, je dirais, on a parlé beaucoup de sciences, la façon dont les sciences interagissent, on a parlé de science-fiction, etc. Et je vais peut-être choisir une œuvre de science-fiction qui m'est chère, parce que c'est aussi un livre, ça fait partie aussi d'un des livres que j'ai là pour le coup, auquel j'ai participé, mais que j'ai aussi dirigé, sur une œuvre de science-fiction très emblématique qui est Dune. Il y avait le film de Villeneuve qui aurait dû sortir, qui est repoussé d'1 an. Bon, il y a tout un tas de travail autour de Dune qui est sorti, et toute une rafale de livres. Il n'y a pas que le mien, enfin, pas que celui que j'ai dirigé. Il y en a d'autres qui sont de magnifique qualité, de grand intérêt sur Dune. Et dans Dune, il y a une chose qui est très intéressante. C'est une œuvre qui a des aspects écologiques. Enfin, une vision quand je dis écologique, au sens de la compréhension du fait que l'humanité du futur, hein, on est en l'an 10.191. Donc l'humanité n'est pas au milieu de rien, n'est pas un point singulier au milieu de rien. Elle est en interaction avec le cadre dans lequel elle se trouve. Et dedans, il y a une phrase qui est prêtée à un des intervenants, en fait, qui a disparu, qui est décédé, mais qui était le planétologue de l'Empire, qui a travaillé sur Dune, la planète Dune, en fait, qui s'appelle Arrakis dans l'œuvre aussi, et qui nous dit que le point le plus important de l'écologie, la compréhension fondamentale de l'écologie, c'est sa capacité à comprendre les conséquences. Voilà, ça, j'aimerais que ça reste. Il faut que l'humanité envisage les conséquences de ce que l'on fait. On en parlait tout à l'heure quand on parlait de la science. Science sans conscience, comme disait l'autre, n'est que ruine de l'âme. Bon, l'idée que l'humanité scientifique, évidemment, mais l'humanité en général, et nous, à l'échelle individuelle, on ait une plus haute conscience de la compréhension des conséquences de ce que l'on fait.
Et que ces conséquences sont des fois dramatiques. Il n'y a pas besoin d'être un méchant pour avoir des conséquences dramatiques. Il suffit d'oublier un peu trop facilement que y a des parties du monde où ça va beaucoup plus mal qu'en France, que ça va mal en France dans plein d'endroits, qui sont pas toujours ceux où on vit, évidemment, parce qu'on cherche plutôt à vivre dans les endroits où ça se passe bien, mais qu'il y a beaucoup des choses qui se passent dans ces endroits du monde où la vie est difficile, qui sont les conséquences de choix que nous faisons ici, pas toujours individuels au sens moi je suis un méchant, non, qui sont aussi les sociétés aussi dans lesquelles on s'inscrit, nous-mêmes et les sociétés dans lesquelles on s'inscrit, et que ces choix, ça peut être en gros, not in my backyard. C'est-à-dire, je veux bien les téléphones portables, mais je veux pas les mines de lithium en France. Voilà. Je dis un exemple pour être un peu provocateur, mais voilà. Je veux bien les avantages du truc, mais je veux pas les inconvénients qui vont avec. Les inconvénients n'ont qu'à être ailleurs. Pas ici, en tout cas. Et donc, ça, c'est important de réaliser que énormément de choses nous sont invisibles. Scientifiquement, les atomes nous sont invisibles, les galaxies lointaines nous sont invisibles à nos yeux ou à nos sens. Il y a des sons qui nous sont inaudibles, trop aigus ou trop graves ou trop faibles. Il y a des lumières qui nous sont invisibles. Ça, en science, c'est presque une évidence. Les sciences sont construites contre les apparences du monde. Et je militerai, c'est ce que je fais aussi dans mes conférences ou dans mes interventions auprès des étudiants, dans mes cours, pour essayer de soi-même lever les voiles des apparences. Alors pour les sciences, moi c'est ce que j'essaie de faire quand j'explique les sciences, mais lever le voile des apparences même dans notre vie quotidienne, au sens de ne pas se contenter de ce qui nous arrive tout près, mais d'essayer de voir derrière ce qui se joue, les enjeux qui se jouent, ce qui n'est pas facile, ça demande un effort, et puis des fois on manque de connaissances, on manque d'outils mentaux, ce n'est pas une tâche simple que j'invoque là, pour rendre visible ce qui est invisible. Des situations dramatiques dans le monde, conséquences de choix politiques, sociaux, techniques, ici. Par exemple, prenons l'exemple que je citais un peu tout à l'heure, des conséquences de ce que nous faisons, et qui sont à la fois dans d'autres endroits, invisibles parce que lointains, ou invisibles parce que plus tard, dans le futur. Et intégrer ce qu'on pourrait appeler de nos voeux, c'est que chaque humain, et en particulier dans les pays dont l'empreinte est la plus forte, donc typiquement nous, enfin la France et les pays occidentaux, est une compréhension plus grande des conséquences de leur style de vie. Je leur dirais pas de leur niveau de vie, mais de leur style de vie. Et que ce style de vie, il est très plaisant, mais on peut avoir un style de vie différent et qui aurait beaucoup moins de conséquences fâcheuses, qui serait différent, et ce serait pas une mauvaise vie. Voilà. L'idée que l'on peut, en fait, essayer de penser aux autres ailleurs dans l'espace et dans le temps. Et c'est ça aussi que fait la science-fiction. On n'a pas abordé ça. Ça pourrait être le sujet de notre thème sur l'intérêt et l'importance de la science-fiction comme finalement une expérience de pensée qui envisage les conséquences des progrès scientifiques, techniques sur les humains et sur les rapports entre les humains et l'évolution des humains avec leurs techniques. Donc cette question-là, qui est abordée de la science-fiction, qui, moi, me touche beaucoup, la science-fiction, pour plein de raisons, dont celle-ci, qui, moi, en plus, suis scientifique et qui essaie de m'insérer au mieux, enfin, au moins mal, dans le monde dans lequel je vis, en essayant de partager à la fois mes inquiétudes et ce que j'ai pu comprendre scientifiquement du monde. Ces changements seraient induits par le fait qu'on arrive à penser contre soi, ce qui n'est pas facile. Et c'est exactement ça que fait les sciences. Ça n'est pas facile. Et encore une fois, les sciences sont faites par des humains et les humains sont humains. C'est exactement ça. Et ça, si tu résumes très bien, arriver à penser contre soi. C'est ça le plus difficile. C'est pas tellement d'avoir des... Il faut en science, pour bien progresser, idéalement, penser contre ses idées. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire collectivement, parce que les autres pensent facilement contre mes idées. Et donc, c'est cet échange qui doit être aussi bienveillant, aussi constructif que possible, qui est nécessaire. Donc, on ne peut pas penser contre soi tout seul, ça n'est pas facile. Et donc, il faut se faire aider par d'autres humains qui, eux, ont facilité à penser contre moi, contre soi. Merci Roland. Merci à toi.